avoir les idées claires sur ce qu'on est, ce qu'on fait bien, ce que je peux vous expliquer clairement quand je l'explique vraiment ma boîte, ma vision, tout ça, je suis en paix quoi, avec tout ça. Mais avant ça, quand on est plus jeune, on n'est pas en paix, on croit des trucs, ou on essaye des trucs, ou on se prend pour qu'on n'est pas, ou un truc dans ce goût-là, quoi. Avant d'être vraiment bien dans ses baskets, on tâtonne. On faisait à peu près 200 millions de dollars de chiffre d'affaires, 1000 salariés dans cette boîte de tourisme. Boîte rentable depuis 30 ans, super génial et tout. Donc 2019, meilleure année historique. Plus gros chiffre d'affaires, plus gros truc, 1000 staff, machin. Et là, d'un seul coup, le chiffre d'affaires qui s'arrête. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci, je suis ravi que vous ayez accepté cette invitation. Ce que je vous propose pour commencer cet épisode, c'est que vous vous présentiez, m'expliquiez d'où vous êtes, ce que vous avez fait durant votre carrière résumée en 2 minutes et vos fonctions actuelles. Ça va pas être évident. Oui, ma carrière, je peux vous la faire en 2 heures ou en 2 minutes, mais bon, pour la faire courte, en gros, je suis donc français, lyonnais. J'ai vécu à Lyon jusqu'à l'âge d'environ 14 ans, après quelques années à Strasbourg, et finalement, j'ai fini par passer mon bac à Paris, et j'ai fait une école de commerce à Paris. D'accord. Et tout de suite après mon école de commerce, je suis parti pour faire un tour du monde pendant 1 an avec un sac à dos, avec mon cousin. Et on est parti, on a acheté à l'époque ce qui s'appelait des billets tour du monde, je sais pas si ça existe encore, mais enfin c'est des billets qui vous permettent de, en gros, faire le tour du monde pour pas trop cher. Et on a fait l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le Pacifique, l'Asie, etc. Et une des étapes de ce voyage, ça a été la Thaïlande, qui est une destination classique de routards, qui sont pas vraiment des grands routards internationaux, on est juste 2 petits Français qui faisaient le tour du monde pendant 1 an. Et on a croisé en Thaïlande des gens qui sont eux pour le coup, des vrais routards, on va dire, c'est des médecins du monde, pardon, qui finissaient une mission au Vietnam et qui rentraient, qui se reposaient, un couple de médecins, un urologue, et je sais pas ce qu'elle était exactement. Et ils nous ont dit, il faut absolument aller au Vietnam, c'est une espèce de pays incroyable, et surtout un espèce de pays qui était pour le coup, une nouvelle frontière, quoi, une espèce de pays difficile d'accès, il faut avoir des visas, c'est hyper compliqué, on a le droit de rien, il faut des permis de voyager pour aller partout. Enfin, c'était un truc super excitant. Donc, on est allé là et on est venu au Vietnam à l'époque où vraiment, donc on est arrivé en 91, avril 91. Et le Vietnam en 91, c'était un peu aussi dingo que si vous allez maintenant, je sais pas, en Corée du Nord ou un espèce de pays vraiment très bizarre comme ça, où vous dites, mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, quoi. C'était très, très bizarre. Et manifestement, j'ai bien aimé. J'ai créé ma boîte dans un secteur pas très... Après avoir étudié quelques opportunités, j'ai monté une boîte dans un domaine qui n'est pas très original, mais qui s'est avéré avec un gros potentiel, c'est le domaine des services touristiques. Donc, on a monté une agence de réceptive, c'est une agence de voyage. Dans le métier du voyage, il y a pas mal d'intermédiaires. Il y a des agences de voyage qui sont des détaillants, qui sont dans les pays où il y a des clients. Il y a qu'on appelle des tour opérateurs, qui en fait n'opèrent pas, mais qui sont des grossistes. Après, bon, il y a les compagnies aériennes, évidemment, mais dans les pays, il y a ce qu'on appelle le réceptif. C'est celui qui organise, en fait, concrètement le voyage pour le compte de tour opérateur. Donc, quand vous achetez un voyage chez quel que soit le tour opérateur que vous achetez, le guide qui vous accueille, il peut avoir un marqué Kuoni ou Voyageurs du Monde ou ce que vous voulez, mais concrètement, ce mec-là n'est pas un employé de Kuoni, parce que Kuoni a, je sais pas, dans sa brochure, peut-être 150 destinations, mais bon, pas 150 bureaux. Il travaille avec des prestataires qu'ils ont choisis. C'est ce qu'on est. Donc, c'est du B2B. Et le truc un peu joyeux dans mon histoire, c'est qu'on a donc créé cette boîte. On a été, par grande chance, la première boîte étrangère à obtenir une licence de service touristique. Avant nous, c'était qu'un monopole d'État. Donc, il y avait Saigon Tourist, Vietnam Tourist, toutes les boîtes d'État. Il y avait absolument 0 secteur privé et 0 étranger. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas une boîte privée vietnamienne, il n'y avait que des boîtes d'État. Et c'est le moment où le Vietnam, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est le Vietnam qui a décidé, secteur par secteur, d'ouvrir ses portes à l'économie de marché, donc à des prestataires, à des acteurs privés, et parmi ces acteurs privés, quelques étrangers. Et moi, je trouve que j'étais le premier, parce que j'étais simplement là, j'avais 24 ans, et je suis allé dans les ministères en disant, moi, je veux une licence de touriste, je ne savais même pas ce que je faisais, je n'avais aucune idée je voulais monter une agence de voyage sans même savoir exactement à quoi ça servait, ou ce que je vous expliquais sur le côté réceptif, je l'ai compris même qu'après. Au début, j'ai voulu monter une agence de voyage, parce que le tourisme va se développer. Et pourquoi juste s'arrêter au Vietnam à ce moment-là ? Pourquoi ne pas rentrer à Lyon ? Pourquoi s'expatrier, choisir de s'expatrier
à ce moment-là de votre vie? Parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je m'étais toujours dit, j'ai fait une école de commerce spécifiquement pour me préparer à ça en disant je veux apprendre à monter une boîte, gérer une boîte, donc c'était vraiment très concret. Et mon tour du monde a été une espèce de petite interlude entre les études et le moment où je disais bon bah vas-y je crée ma boîte. D'ailleurs après mon tour du monde, concrètement je suis rentré en France, j'ai fini mon voyage. Après D'accord. le Vietnam, on est allé en Chine, on a encore bourlingué un peu. Puis après on est rentré sous les applaudissements de nos copains après un an avec la barbe et le sac à dos un peu crade et tout. Et donc, on a profité de cette gloire de l'été où on a fait des fêtes, où on a dit « Oh, c'était trop bien, c'était trop bien ». Et puis après, le mois de septembre, on a terminé, tout le monde rentre là où il va. Et nous, ben voilà, moi en tous les cas, je dis « Bon, ben voilà, maintenant, t'es un entrepreneur, vas-y, gars, tu crées ta boîte. » quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de créer sa boîte ? C'est vraiment un grand truc, cette histoire de la page blanche. Hein. C'est souvent, d'ailleurs, je suis contacté par des entrepreneurs qui me demandent des conseils. Mais comment on fait ? C'est quoi ? Et ils cherchent tous des idées. Ils veulent tous créer Facebook, machin. Mon conseil, c'est toujours, et c'est vrai, en tout cas, je reconnais que c'est très compliqué, et que c'est vraiment le grand truc des entrepreneurs, c'est ça, c'est cette capacité de transformer un rien du tout en quelque chose. Passer d'une page blanche à une entreprise où d'un seul coup, il y a des collaborateurs qui joignent à vous, qui vous font confiance pour le projet que vous voulez mener, puis après des clients qui approchent et des machins, et un jour vous avez un bureau comme on a ici avec des téléphones qui sonnent partout, des gens qui courent, des machins. Bon, vous avez créé cette espèce de mouvement. Donc c'est pas évident à faire. Mais donc, j'ai eu cette page blanche en rentrant de mon tour du monde, qui a quand même duré un espèce de 3 mois. D'ailleurs, pour l'anecdote, un truc marrant, mon frère, qui lui a fait un MBA aux États-Unis, donc il a une carrière plus, je dirais, normale, on va dire. Et à l'époque, il avait été embauché par Euro Disney, à l'époque où Euro Disney n'était rien, donc il a participé au montage du financement initial du parc, donc les levées de fonds de milliards de dollars et de la négociation du contrat entre l'État et tout ça. Okay. Donc il a participé à cette aventure en France. Et me voyant un peu en perdition, on parle de moi, donc septembre, octobre, et puis en novembre, il dit je vais créer ma boîte, mais j'ai encore rien trouvé. Il m'a dit bon allez, ok, je vais trouver un job. Et à l'époque, Euro Disney embauchait à tour de bras, donc je me suis retrouvé dans le département, lui, il bossait au département finance, donc je me suis retrouvé même pas bras droit, petit doigt droit d'un mec, un espèce de polytechnicien, je ne sais trop quoi, très intelligent, dont le métier était de négocier le contrat d'électricité pour le parc. Et donc, ça sous-entend d'arriver à évaluer sa consommation précise pour avoir... Parce que, vous savez, pour la consommation d'électricité, c'est toujours une histoire de pic, en fait. Oui. Quand vous consommez l'électricité, quand il y en a plein, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous consommez l'électricité, quand il n'y en a plus, quand tout le monde l'a consommé. Donc, c'est le moment de pic. Donc, arriver à déterminer ça. Le foisonnement. Donc, il fallait faire le tour du parc pour arriver à savoir combien la cuisine du restaurant, de la pizzeria, du machin, ou le ride, machin, combien ça consomme d'électricité minute par minute, mettre tout ça dans un modèle. Enfin, moi, j'étais juste un sbire qui... Rien du tout. Et je suis allé chez Euro Disney, espèce de culture à l'américaine de hey gars et machin très qui m'a absolument pas convaincu parce que moi je suis pas du tout dans cet esprit corporate si on peut dire. Enfin, genre, en tout cas à l'époque je ramenais le bout du monde, j'avais coupé ma barbe mais j'étais quand même encore assez petit côté un peu babos et donc je me suis dit oups, c'est vraiment pas du tout ce que je veux faire les grandes entreprises. Donc ça m'a bien rappelé qu'il fallait que je monte ma boîte et c'est là où je me suis dit allez gars, tu retournes au Vietnam, c'est le pays qui m'avait le plus marqué et donc j'ai repris un avion, je suis revenu au Vietnam, j'ai revu les quelques personnes, dont en l'occurrence 2 avec qui je me suis associé, un Vietnamien et un Français qui vivaient déjà ici. Et on a décidé de monter cette boîte et on a eu cette chance d'obtenir cette licence. Et le truc vraiment qui a été déterminant pour nous, c'est quand j'étais, ce fameux mois de mars-avril, quand je suis venu la première fois au Vietnam, j'ai vu, la soirée de fin de tournage de L'Amant et 2, le tournage d'Indochine, la fin de tournage d'Indochine à Hue, avec Catherine Deneuve et machin. Mais je me suis pas bien... Bon, c'est des tournages de films, voilà. Mais donc un an après, quand on a obtenu notre licence, puisque c'était janvier 93, donc c'était même plus d'un an, 1 an et demi après, ces satanés films sont sortis en France, Indochine et L'Amant. Et ça a provoqué une espèce de vague d'intérêt pour l'Indochine, qui était un truc complètement, pas interdit, mais oublié. Tout le monde s'en foutait complètement de l'Indochine, c'était une espèce de colonie, mais on ne fait pas ça. Et puis d'un seul coup, ces films ont fait ressurgir cette nostalgie sur la baie d'Along, Hanoï, Hue, machin, tout ça, c'était vachement exotique. Et moi, j'étais l'agent de voyage avec mon petit drapeau. J'étais le seul mec. J'étais à peu près, on va dire, le seul mec qui répondait au téléphone et qui répondait au fax. Parce que les autres, c'était encore des boîtes d'État qui sont pas connues pour leur grande efficacité. Donc, j'étais juste le mec qui faisait à peu près son boulot, pas trop mal, et en tout cas qui essayait. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Et notre business s'est développé énormément au Vietnam. Et puis, tout de suite après, on a ouvert la Birmanie sur la même logique qui est, on est devenu un peu des spécialistes de l'ouverture des nouvelles destinations un petit peu... nouvelles frontières, les nouvelles destinations. Donc, on a ouvert vraiment
La Birmanie, on était le premier, le seul français, après le Laos, le Cambodge, etc. Et maintenant, c'est un groupe qui s'est développé dans toute l'Asie. On est toujours sur le même modèle B2B, avec des bureaux de vente dans le monde entier, mais c'est devenu une boîte assez grosse. Ok, voilà. Super. En 91, justement, Mmh. qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous interpelle en arrivant au Vietnam en tant qu'entrepreneur? Bon, en tant qu'entrepreneur, non, je peux pas vous dire. Je pourrais rétro-ingénérer la réalité et vous dire, en fait, j'ai senti une vibration, machin. Parce qu'effectivement, quand on voit un pays dans... En fait, le point de départ d'un entrepreneur, c'est de sentir un potentiel, sentir voir quelque chose que les autres ne voient pas. Donc, j'ai dû sentir que ce pays, enfin, en tout cas, les gens sont intelligents, c'est un pays de 100 millions d'habitants. Donc, en réfléchissant 3 minutes à ce qui va se passer ici, la chute de l'Union soviétique, c'était un pays satellite, hein, c'était un pays frère, donc qui était financé massivement par l'Union soviétique. Tout cet édifice s'écroulant, le pays devant voler de ses propres ailes. C'est pour ça qu'ils ont ouvert leurs portes au tourisme et à tous les autres secteurs, la banque, l'assurance, la construction, les machins. C'était pour cette raison-là, c'est qu'il fallait ils sont passés vraiment du communisme à un système capitaliste qui est toujours communiste parce que c'est un monoparti. Donc ils ont un système de sélection de leurs élites qui est pas le même que nous. C'est pas la démocratie, mais en termes d'économie, c'est vraiment totalement capitaliste, et même plus que la France et plus que beaucoup de pays. Donc ils ont fait ce passage. Donc c'était pas pas la peine d'être un génie pour penser à ça, mais j'avoue que j'y ai pas pensé. Moi, ce que j'ai vu à l'époque de ma tête de jeune gars qui fait le tour du monde, c'était surtout un pays, une espèce de, ce qu'on appelle en anglais une time capsule. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est une espèce de truc où on est sur l'instant où tout est réuni. Voilà, vous arrivez, on était en 1950, quoi. Vous alliez dans un resto, dans un bar, dans un machin, les gens à qui vous parliez, ils étaient habillés, tout était 1950, 1960. C'est complètement... Donc ça, c'est extrêmement charmant parce que, je sais pas, les voitures dans la rue, elles étaient des voitures des années 60. C'était des tractions, des dauphines, des machins, des gens en vélo. Il y avait une espèce de charme, une douceur. Vous avez l'impression d'être complètement immergé dans un temps qui n'existe plus du tout chez nous. Donc ça, c'est ce qui m'a plu. Voilà, les gens m'ont plu. Puis après, effectivement, à partir de ça, quand je suis revenu pour créer ma boîte, petit à petit, le potentiel de dire... parce que quand il y a une situation nouvelle de marché où vous voyez une opportunité, tout mouvement, en fait, il y a quelque chose qui se déplace, donc ça crée un void, quelque part, ça crée un trou, et dit, tiens, là, il y a une opportunité, il y a un truc à prendre. Bah là, il y avait un mouvement rapide de la culture, enfin, du pays qui bougeait d'un système communiste à un pays. Donc, il y avait des opportunités. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler de ça en termes d'opportunités. Je me rappelle en termes d'opportunités parce que j'ai créé toute ma boîte là-dessus. Donc moi, je suis reconnaissant du Vietnam et tous les matins, je vénère ce pays que j'adore, qui est un pays fantastique, et les Vietnamiens, etc. Mais je peux quand même... Ce dont je me rappelle surtout de l'époque, c'est surtout les opportunités que j'ai ratées. Parce que j'en avais, mais tellement... C'est un pays qui est parti de zéro au communisme pur. Quand j'allais chez le coiffeur en 91, 92, c'était un fonctionnaire d'État. Il avait un petit badge avec marqué coiffeur numéro 312, machin. Il était payé par l'État dans un salon de coiffure d'État. Donc on est dans un système strictement communiste. Et maintenant, vous voyez ce que c'est. C'est un pays absolument incroyable. Donc les opportunités qui ont été créées. Donc j'en ai saisi quelques-unes à travers le tourisme, l'immobilier, la distribution. J'ai fait 2-3 trucs. Revenir, bien sûr. Mais que dalle, quoi. Par rapport à ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu en faire tellement plus. Donc c'est... Oui, des opportunités, mais j'en ai surtout raté beaucoup, quoi. Ouais, et puis c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a aussi, j'imagine, des grands groupes français qui potentiellement étaient intéressés pour venir au Vietnam à ce moment-là. Enfin, vous avez eu le courage de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Pas tant que ça, honnêtement, les grands groupes, les classiques, je veux dire, des Sanofi ou des gens comme ça, ils ont même jamais quitté ces pays-là parce que quelque part, c'est presque c'est institutionnel, c'est une infrastructure. Vous avez besoin de mecs comme Sanofi ou comme pour fabriquer des médicaments et des trucs comme ça. Donc, il y avait quelques des grandes boîtes de construction, parce que même dans ces moments-là, quand ils construisent un pont, ils font pas appel à n'importe quel clown. Il y a des grandes boîtes qui savent faire des ponts, qui ont des centrales électriques ou donc des fournisseurs d'électricité. À l'époque, je me rappelle, un de nos premiers clients locaux, c'était quoi? C'était Schneider Electric, je sais plus, enfin une de ces boîtes. Ces grands faiseurs de grandes infrastructures. Quand vous faites une station de haute tension, ou une ligne, en l'occurrence, ils construisaient une ligne à haute tension, 500 kV qui traversait tout le pays. Bon, il y avait des boîtes françaises qui étaient là-dedans parce qu'on sait faire ça. Il y a pas tant d'acteurs dans le monde, ou des turbines à gaz, c'est des grands faiseurs. Donc ces gens-là étaient là. Mais sinon, les boîtes françaises n'étaient plutôt pas là. Tous ces pays-là, ils sont toujours défrichés par des mecs comme moi. Et les boîtes, elles arrivent plus tard parce qu'elles n'ont pas d'intérêt, en fait, tellement. Elles préfèrent racheter, même pour beaucoup d'argent, une boîte quand le pays s'est bien déjà stabilisé. Donc c'est pas des pionniers, les grands groupes généralement. C'est quand même plutôt des entrepreneurs qui défrichent. Et puis après, les grands groupes qui viennent quand c'est stabilisé, quoi.
vous commencez justement dans le tourisme. Mhm. Et puis, il y a justement ce que vous venez d'expliquer, différentes opportunités. Donc, vous commencez avec Exo Travel, qui est la société de tourisme. Ouais. Et ensuite, il y a la naissance du groupe Apple Tree. En fait, Apple Tree, c'est pas. Apple Tree, c'est plutôt une espèce de holding Ouais. dans lequel j'ai regroupé les différentes entreprises que j'ai créées. Parce que, en fait, pendant des années, j'ai créé des entreprises les unes après les autres, par opportunité, par opportunisme. Et au bout d'un moment, ça devenait un petit peu compliqué. Je ne savais plus bien exactement comment décrire ce que je faisais. Et puis, il y avait quand même pas mal de synergie, pas de synergie, mais des choses en commun. On partageait des ressources, je sais pas, des chefs, des CFO, des départements, des bureaux, tout simplement cet immeuble, des choses comme ça. Donc, il fallait regrouper quelque chose pour simplement que ça ressemble à un groupe. Puis, à un moment donné, on a fait une levée de fonds assez importante auprès d'un investisseur institutionnel. Et ils voulaient investir dans notre groupe. Ils croyaient c'était des investisseurs opportunistes qui disaient le Vietnam c'est super, et nous on avait déjà nos doigts un peu dans plein de trucs. Et cette idée de conglomérat leur plaisait, mais il fallait bien le structurer sous forme de conglomérat, ne serait-ce que pour qu'ils mettent leur investissement quelque part. Ok, c'est le groupe machin qui va investir tant dans telle boîte, dans telle boîte, dans telle boîte. Donc c'est là qu'on a vraiment matérialisé ce truc qui s'appelle Apple Tree. Mais Apple Tree ne vend rien, ne fait rien, c'est plutôt une holding de tête du truc. Pour la petite anecdote, ce truc s'appelle Apple Tree parce que nos racines familiales sont dans le Beaujolais. Je suis lyonnais, on a une maison de famille dans le Beaujolais, dans un village qui s'appelle Pommier. Et donc Apple Tree Pommier, c'est simplement ça l'idée. Okay. Et Apple Tree aujourd'hui, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu l'étendue, parce que vous êtes sur différents secteurs, il y en a 3 majeurs, c'est ça? L'import, la distribution et le retail, le tourisme et les hospitalités, et une partie aussi investissement. Ouais, investissement, je pourrais mettre l'immobilier. En fait, il y a essentiellement 2 grands parties derrière lesquels il y a des boîtes connues qui font du chiffre d'affaires et qui emploient des milliers, pas mal d'employés pour chacune. Donc une, c'est toujours Exo Travel qui est devenue cette boîte. Je pourrais vous raconter Exo Travel pendant la période du Covid. Ça, c'était un truc assez dingo parce que c'était une boîte c'était complètement fou. Là, on a vécu un roller coaster. Donc, dans le genre anecdote d'entrepreneur, rappelez-moi de vous parler de la période du Covid parce que c'était complètement fou. Mais autour de cette boîte de tourisme, on a développé des projets d'hospitalité, c'est-à-dire des hôtels. Oui. On a été mis en contact avec des opportunités. On voyait des terrains, des vieux immeubles, des trucs qu'on achetait ou qu'on louait, qu'on transformait en hôtel et qu'on vendait. Donc, on a fait comme ça. On n'a pas fait des pelletés, on n'est pas des industriels du développement immobilier, mais on est opportunistes, on a fait les uns après les autres comme ça. Donc ça, c'est la partie dans le groupe Tourisme Hospitality. La deuxième partie du groupe, c'est une partie qui a été développée par ma femme, qui est dans le bureau d'à côté, qui est aussi une entrepreneuse et avec qui on fait tout ça. Il y a mon frère aussi qui est d'ailleurs dans le bureau à côté aussi. Oui, parce que vous parliez de votre frère au début, l'aventure Disney, mais au final, il m'a rejoint en fait. Il vous a rejoint, c'est ça? Ouais, parce qu'une fois qu'il a fait Disney et qu'il a eu une belle carrière dans le domaine financier, etc., puis un jour, il a quand même trouvé ça. Il m'a accompagné dans pas mal de quelques investissements qu'on a fait ensemble, puis un jour, ça lui a plu, il est venu vivre ici et on a tout regroupé. Et Apple Tree, c'est en fait mes actifs et les siens, tout regroupés dans une holding où on est, lui et moi, on possède ce là. Okay. Et donc la deuxième partie du groupe, c'est la partie import, distribution, retail, donc développée par ma femme, qui est donc une activité où on est importateur, distributeur de marques qu'on distribue ici en exclusivité comme Perrier, Evian, Barilla, Haribo, Häagen-Dazs, Tabasco, des boîtes comme ça. Et puis on a aussi développé une chaîne de supermarchés. Donc on a une quinzaine de supermarchés. Donc c'est des supermarchés haut de gamme. Je sais que c'est peut-être difficile. Je sais pas qui sont exactement vos auditeurs, mais peut-être vu de France, qu'est-ce que c'est des supermarchés haut de gamme au Vietnam? Parce que le Vietnam c'est un pays pauvre, donc en fait pas du tout. Ça c'est quelque chose dont je pourrais parler aussi. Il faut pas raisonner comme ça. Il faut pas raisonner le PNB par habitant d'un pays. Il faut pas dire il y a des pays pauvres, des machins. Il faut raisonner par ville. En fait, la nouvelle logique, elle est celle-là. Il y a plein d'études sur Internet qui pourront vous montrer que le niveau de vie d'un Saïgonais professionnel, des gens qui travaillent dans mon bureau, etc., est en fait le même, et son niveau de vie est le même qu'un quelqu'un qui vit dans une ville de province française, etc. Donc, ses habitudes de consommation, ses souhaits, ses désirs sont les mêmes. Donc, c'est pas parce qu'il est vietnamien. Par contre, un gars de la campagne, lui, au fin fond du Vietnam, lui, il est beaucoup plus pauvre qu'un Français moyen, peut-être même de la campagne. Donc, il y a des différences. Mais si vous raisonnez par ville, en fait, il y a beaucoup plus de similitudes à l'intérieur d'un mode d'habitat type urbain que par pays. C'est beaucoup plus intéressant d'analyser des villes que des pays. Donc, à la limite, pour le futur, pour un jeune entrepreneur, si je parle à un nouvel entrepreneur qui se pose des questions,
faut pas forcément raisonner en disant je vais m'installer en Thaïlande je vais démarrer à Bangkok et après je vais à Saigon puis après je serai à Jakarta. C'est plus significatif si vous voulez et plus intéressant et plus facile aussi parce que vous avez des éléments géographiques que vous pouvez maîtriser dans Bangkok. Ok, Bangkok, comment je vends mon produit à Bangkok, comment je vends mon produit à Saigon. Si vous parlez de la Thaïlande ou du Vietnam, c'est trop grand, il y en a plein, c'est pas. Mais la France, c'est pareil. Si vous raisonnez Paris, en fait, vous avez résolu probablement 50% du marché français en craquant Paris et Lyon. Vous n'avez pas trop besoin de savoir si vous êtes bien distribué à Clermont-Ferrand, machin. Enfin, une fois que vous avez Paris, Lyon, Marseille, vous avez les 3 grandes villes françaises, vous avez au moins plus de 50% du marché qui est couvert. Donc peut-être que c'est tellement plus simple de couvrir ces 3 villes que de considérer la distribution nationale. C'est aussi vrai aux États-Unis. C'est vrai. Donc raisonner par ville. Voilà. Donc on a ces magasins, donc c'est des supermarchés haut de gamme qui répondent aux besoins d'une clientèle d'expatriés et de riches vietnamiens. Aujourd'hui, notre clientèle, c'est à peu près 70% de Vietnamiens, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Les Vietnamiens qui vivent dans les villes, surtout Saigon et Hanoï, mais pour nous, beaucoup Saigon, on a la plus grande partie de nos magasins. C'est des gens qui ont un mode de vie en fait qui est pas très différent du mode de vie d'un Parisien. Donc ils veulent des produits organiques, ils veulent des produits bio, ils veulent des produits importés aussi. Ils boivent du vin, ils mangent des produits. Voilà, bon bref, ils ont les mêmes préoccupations. Donc on va dire qu'on a une espèce de monoprix à l'échelle du Vietnam. C'est des magasins qui font entre 350 pour le plus petit jusqu'à 2000 mètres carrés pour le plus grand. Et autour de cette activité import-distribution retail, on a toute la partie distribution wholesale, donc on vend les marques dont je parlais à tous les supermarchés de la ville, les hôtels, les restaurants, les machins. On a nos propres supermarchés, on a nos propres magasins de vin, parce qu'on a une activité assez importante de distribution de vin. On produit localement aussi, on a une cuisine centrale où on fait des produits fins. Après, je peux rentrer dans la complexité de ce truc-là, mais bon, voilà, c'est le deuxième pôle. Okay. Et le troisième pôle, je ne sais pas exactement comment le définir, mais il y a une partie investissement dans lequel on a effectivement un fonds d'investissement et on a pris des participations toujours dans l'idée de saisir des opportunités. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas les saisir vous-même. À un moment donné, vous dites, bon, ça, quand même, c'est sympa, puis je rencontre des entrepreneurs super canons ou des boîtes super canons ou des idées super canons. Donc, j'investis à travers un fonds d'investissement quand c'est dans le domaine de la tech ou directement. Mais je pense que ce troisième pôle, c'est plutôt, on va dire, plutôt l'immobilier, où on fait en particulier actuellement un projet immobilier assez important qui m'occupe beaucoup et qui est bon. Et je voudrais en faire d'autres parce que vraiment l'immobilier c'est un des trucs qui me plaît beaucoup. Et c'est de l'immobilier pour aller dans l'hôtelier? Ça peut être ça, mais là en l'occurrence le projet qui nous occupe c'est plutôt de l'immobilier, c'est des villas à vendre au bord de la mer. Et mais il y en a d'autres. L'immobilier c'est vraiment un truc. D'abord il faut comprendre que l'immobilier dans des pays comme ça, c'est quand même un peu un domaine réservé. C'est pas trop pour nous, quoi. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est un domaine dans des pays comme ça, partout, mais comme ici, c'est un domaine dans lequel ça repose beaucoup sur votre capacité à obtenir des licences. Donc, c'est le droit d'usage du terrain, le permis de construire, simplement qu'on vous donne des terrains. Tout ça, c'est quelque part des licences qui viennent de l'État. Et donc, les gens qui sont proches de la sphère publique, sans parler même de corruption, je ne parle pas de ça, je parle juste de dire que des gens qui sont proches du plus haut niveau du pouvoir ont accès à une information supérieure que vous et ils peuvent aller plus vite que vous. Et ils sont mieux connus, ils connaissent mieux les règles locales qui sont parfois complexes. Donc quand ils achètent un terrain, ils obtiennent plus rapidement que moi les droits d'usage, le permis de construire, le machin. Moi, parce que je suis ce que je suis un étranger, donc tout va devenir un petit peu plus compliqué pour moi. Et sur un projet immobilier, le temps, c'est le plus important. Parce que si vous achetez votre terrain, beaucoup d'argent, et vous passez 2 ans à obtenir des autorisations pour y construire un immeuble, pendant 2 ans, l'immobilisation de l'argent, c'est là où vous tuez la rentabilité de votre projet. Parce que c'est quand même la rentabilité d'un projet immobilier, c'est pas vous gagnez pas des multiples, c'est quand même vous gagnez, mais il faut bien calculer le coût de son financement et donc le temps. Parce que si vous passez du temps, pendant ce temps, les intérêts de votre dette continuent à courir. Donc ils ont un avantage, les gens qui sont proches du pouvoir ont un avantage important que moi j'ai pas. Donc c'est pas un secteur sur lequel beaucoup d'étrangers font des étincelles. Mais par contre, et j'ai pas non plus une grande ambition, j'ai surtout pas envie d'aller faire de l'ombre à qui que ce soit d'important, des gens qui sont proches du pouvoir, qui font tous ces gros projets. Jamais de la vie je pourrais faire un truc comme ça, c'est pas mon échelle et c'est pas mon désir. Mais par contre, il y a quand même, à mon avis, pas mal d'opportunités sur des projets immobiliers plus niches, sur lesquels peut-être ces grands gars, ces grands joueurs ne vont pas parce que c'est trop petit. Et donc, j'ai pas mal d'idées, de trucs. Enfin, ça m'excite en tous les cas. C'est un truc qui m'intéresse, l'immobilier. Justement, comment on fait pour louvoyer dans cet environnement qui est quasiment public à certains moments ?
Vous faites une petite réputation pour bien les connaître. Bon, après, ça fait 30 ans que je suis là, donc plus de 35 ans, donc je sais pas combien. Donc, j'ai quand même mon réseau, j'ai plein de collaborateurs, etc. Mais puis après, voilà, les gens apprennent à vous connaître et puis ils m'aiment bien pour ce que je suis. En fait, moi, j'ai toujours été positionné comme étant un étranger qui fait correctement et avec beaucoup de respect son travail d'étranger. Je ne cherche pas à être vietnamien, je ne cherche pas à être plus vietnamien que vietnamien, je ne le suis pas du tout. Je suis plutôt le mec voilà, qui m'assoit et qui me positionne dans ce que je suis d'étranger, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire faire les choses de manière simple et droite et payer ses impôts et respecter les règles et faire des choses dont on est fier, avec une vision un peu plus long terme souvent que parfois des acteurs vietnamiens. Et donc mes interlocuteurs dans l'État, dans l'administration, etc., reconnaissent ça en disant « Ah ouais, lui, les choses que j'ai fait, il voit, il dit « Ah ouais, c'est bien fait, et puis ça dure, et puis ah ouais, il a bien payé ses impôts, et puis c'est un business sain, quoi. » Et moi, de toute façon, c'est ce que je fais, hein, le business en général que je fais, c'est un business où on paye nos impôts, c'est du business à long terme. C'est du business à long terme. On a un côté vieille old money, quoi, vieille famille française qui fait du business un peu à l'ancienne. On n'est pas du tout des spéculateurs. Je suis pas du tout à courir après le truc le plus à la mode et qui va me faire un quick win. C'est pas du tout mon truc. Moi, je crée des boîtes qui sont là et qui sont là d'ailleurs depuis longtemps, pour longtemps, et dont je suis fier et je dors bien la nuit. C'est pas un truc qui est. On avance, on est ambitieux, on est entrepreneuriaux, etc. Mais on fait avec des business models qui sont d'ailleurs plutôt des business models validés. Quand vous regardez le tourisme, la distribution, nos supermarchés, ils sont extraordinaires dans le contexte local. On dit, je ne sais pas si vous êtes client chez nous, non? Oui. Donc, c'est des super magasins très, très beaux et magnifiques, machin. Mais on n'a pas inventé la roue. C'est des beaux magasins. C'est une espèce de super monoprix vachement chouette avec des bons produits frais, de la bonne viande et du bon poisson. Tout va bien. Mais on n'a pas inventé, j'ai pas inventé Amazon. Hein. C'est juste, j'ai appliqué ici des business models validés qui fonctionnent. Et la clé de tout ce bazar, c'est vraiment ça, si je peux donner un enseignement, de donner en tout cas ma recette, ma secret sauce, c'est vraiment dans tous les domaines que je fais, c'est d'arriver à bien protéger mon marché, de créer des espèces de petits quasi-monopoles en construisant des barrières à l'entrée, en trouvant des barrières à l'entrée autant que possible sur mon marché. En particulier en Asie, si vous êtes face à la concurrence, vraiment la forte concurrence des acteurs locaux, pour des raisons culturelles, pour des raisons... après, on peut en parler longtemps. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? La concurrence vietnamienne, la concurrence asiatique va tout le temps pratiquement s'appliquer sur le pire des éléments de la concurrence, qui est le prix. Donc, vous allez avoir en face de vous des mecs qui vont vouloir vous tuer par le prix. Et si vous rentrez dans cette guerre du prix, vous êtes mort face à eux. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils payent moins d'impôts que vous, peut-être qu'ils sont plus résilients que vous. C'est-à-dire que vous allez avoir des beaux bureaux et machin. Et eux, ils n'ont pas tout ça. Et ils se payent peut-être moins. Ils n'ont pas d'objectif de rentabilité. Je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais au final, ils vont être moins chers que vous. Et donc, la logique, c'est vraiment d'aller à l'opposé de ça. Donc, les laisser se battre sur le prix et aller sur tous les autres éléments qui peuvent vous positionner d'un point de vue concurrentiel de manière préférable par rapport à eux. Donc, par exemple, dans notre cas, c'est, par exemple, prenons le cas de ces supermarchés. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Eh ben, ce qu'ils ont, c'est l'exclusivité. Ils ont la complexité. Toutes ces choses-là, l'exclusivité et la complexité, ce sont des barrières à l'entrée qu'ils ne peuvent pas atteindre. Je prends un exemple. Par exemple, le premium aussi, c'est une barrière à l'entrée. Oui, le haut de gamme est une barrière à l'entrée. Qui va aller s'embêter? Nous, on a saturé, on est assez dominant dans ce segment haut de gamme, et on a 15 magasins. Nos concurrents, qui sont donc des chaînes de supermarchés locales, ils en ont 350 des magasins. Ils en ont rien à foutre de mon petit truc. Donc moi, ça me crée une petite barrière à l'entrée. La complexité. Un supermarché normal, ils ont 3000 références, nous on en a 12 000. Et pour la plupart, c'est des produits importés. Qui va s'embêter, à part nous, parce qu'on l'a fait depuis 30 ans et on a construit notre portefeuille de produits, etc., mais à importer de manière exclusive 12 000 références du bout du monde, chaque truc, c'est enregistré, c'est machin, c'est un aspect de travail de dingue. Et donc les mecs, ils nous regardent, mais c'est dingue votre truc. Ouais, c'est dingue, voilà. Ça, c'est une barrière à l'entrée, je suis content. Okay. L'exclusivité, dans certains cas, on a des produits exclusifs que vous trouvez que chez nous, parce que justement, c'est nous qui les importons, donc la complexité, l'exclusivité, le premium, tout ça, c'est des manières de nous mettre dans une petite niche. Et l'exemple que je prends souvent, c'est par exemple, on est distributeur exclusif de Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, c'est une glace excellente, super, super bonne, très chère, plus chère que les autres.
elle est sur son petite niche. Elle n'est pas en concurrence avec les. Elle est hors concurrence par rapport au. Il y a plein d'acteurs locaux, des boîtes locales qui font des glaces plus ou moins. Nous, on est juste une espèce de petite planète à nous tout seuls qui est Häagen-Dazs. C'est des glaces tout à fait particulières qui peuvent même être. C'est comme le domaine du luxe, en fait. Est-ce que le sac Vuitton est en concurrence par rapport à des... Non, c'est un sac Vuitton. Il est dans son truc à lui tout seul. Il est peut-être en concurrence avec les sacs Gucci et Hermès. Voilà, ils sont tous les trois. Mais eux, ils ont décidé entre eux de ne pas se tirer la bourre sur les prix. Donc après, ils sont sur le design ou sur la branding ou sur d'autres trucs. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que donc, c'est ça qui est important. Par exemple, on est distributeur aussi de Nespresso. Donc on a les magasins Nespresso, tout le club. On distribue Nespresso professionnel et pour le grand public, pour tout. C'est pareil, c'est un petit truc à eux. Voilà, ils ont leur technologie, leur machin, c'est un procédé particulier. Donc, c'est pas du tout à l'échelle du marché du café au Vietnam, c'est une niche, si vous voulez, mais c'est une petite niche sur laquelle on est bien tranquille, on est là. Donc, nous, c'est ce qu'on aime faire, on aime trouver des manières de vraiment nous différencier et protéger nos marchés en ayant des barrières à l'entrée ou en construisant des barrières à l'entrée qui font qu'on est à peu près tranquille sur notre truc pour éviter la concurrence frontale sur les prix. Okay. C'est ça notre truc. Très clair. Vous parliez des différentes sociétés, des différents secteurs sur lesquels vous évoluez. Moi, j'aimerais comprendre comment vous avez mis en place l'ADN de votre société, parce que justement, il faut faire adhérer l'ensemble des salariés à un projet. Ouais. L'ADN, je sais pas si c'est un truc je sais pas si c'est un truc qui s'invente. Enfin, c'est là ou c'est pas là, quoi. C'est comme votre ADN, il vient de vos parents, il vient de ce que vous êtes. Vous pouvez pas le transformer, ce truc-là. Donc l'ADN, il est l'émanation de vous et de la façon dont vous gérez l'entreprise. Après, il y a la culture d'entreprise que vous pouvez un petit peu plus travailler. C'est-à-dire que la culture, ça se construit aussi, mais c'est tellement profond, tous ces trucs-là, que ça peut pas tellement se... Enfin, je veux dire, c'est là. C'est là et c'est vrai. Mais comment on fait pour justement mettre en place, insuffler ces valeurs? Non, mais c'est les valeurs que vous êtes, c'est ce que vous êtes, et ça s'insuffle dans la société, et tout le monde, voilà... suit ce truc-là, mais ce que je veux dire, c'est que on l'insuffle pas, c'est là, on est, donc on est un entrepreneur. Si vous êtes un gars social et sympa et machin, cette culture sociale, elle va transpirer dans votre entreprise. Si vous êtes un salopard qui coupe les cheveux en quatre et que vous avez je sais pas plus, là, vous voyez, j'ai pris c'est un parti pris, mais si vous êtes simplement quelqu'un qui est hyper tourné vers l'efficacité, la gestion au quart de centime près, etc., cette rigueur dans la gestion va transpirer dans toute votre entreprise, va transparaître dans toute l'entreprise. Donc en fait, ce que vous êtes. Bon, et moi, donc, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'on est avec mon frère et ma femme? On est, je dirais, on aime la bonne bouffe. On est plutôt épicurien, etc. Donc ça se ressent dans l'entreprise. Je pense qu'on a une culture d'entreprise de gens qui aiment la vie, nous, on a plein d'enfants. Enfin, j'en ai 4, mon frère en a 4. Et donc, ça se ressent dans l'entreprise aussi, d'avoir une culture culture familiale, je dirais, et conviviale, etc. Donc, on n'est pas des malades mentaux, je pense, de la gestion au quart de poil. On n'est pas des malades mentaux de la rentabilité. Donc notre boîte est rentable, mais on fait pas des sacrifices énormes pour tout tourner vers la rentabilité. On est vraiment sur la sustainabilité, c'est-à-dire la sustainabilité. Il faut avoir une croissance, il faut avoir de la profitabilité, parce que ne pas être profitable, c'est pas sustainable, ça va disparaître, vous mourrez à un moment donné. Donc on est profitable parce qu'on doit toujours investir, etc. Mais honnêtement, on n'est pas arc-bouté sur la rentabilité de notre boîte, donc on squeeze pas. On est par exemple on est connu et peut-être qu'on y tient, il y a peut-être une limite à ça, mais on est très ce qu'on appelle top heavy, c'est-à-dire on a beaucoup de management, on a beaucoup d'expats, parce qu'on aime que les choses soient bien faites, et à un moment donné, on aime bien l'idée d'embaucher des pros, et des pros, il n'y en a pas beaucoup au Vietnam, il y en a de plus en plus, mais donc quand vous voulez un pro pour gérer des beaux supermarchés, vous embauchez des bons expats qui ont travaillé dans les grands groupes français, en particulier chez les Carrefour, les casinos, il y en a plein des cadors, des mecs qui savent vraiment faire, on embauche ces gars-là. Dans tout, je peux vous montrer l'organigramme, de partout on a mis des étrangers où il fallait en mettre parce qu'on pense qu'on veut de la qualité, on veut être fier de ce qu'on fait, on veut bien dormir la nuit, on est sur tout ça. Donc cet ADN, il est là, mais vous pouvez pas le... Et après, vous l'insufflez, pas vraiment, c'est par l'exemple, c'est comme pour l'éducation des enfants. Vous avez des enfants déjà ? Non, pas encore. Non, pas encore. Bon, moi, j'en ai 4 et je me suis vraiment passionné par cette aventure aussi, on va dire entrepreneuriale, d'être un papa et de créer une famille, etc. Donc, j'ai 4 filles merveilleuses. Maintenant, elles partent. Il y en a déjà 3 qui sont à l'université aux États-Unis. D'accord. La 4e va partir dans 1 an. Mais c'est pareil, l'éducation des enfants, c'est ce que je dis aux jeunes parents. Vous pouvez pas fixer des règles théoriques qui sortent de votre tête en disant moi, je vais être ça, je vais être sévère, je vais être gentil, je vais être machin, mes enfants, ça va être ci, ça. Tout ça, ça vaut rien. Enfin, vous pouvez en parler si vous voulez, mais l'éducation que vous allez donner à vos enfants, c'est ce que vous êtes. Si vous lisez des livres, si vous écoutez de la bonne musique, si vous faites du sport, si vous mangez bien, si vous, toutes ces choses-là,
vos enfants vont prendre, c'est ça qui vont. Mais c'est après, si vous mangez des burgers toute la journée et que vous dites aux enfants, il faut faire attention à son alimentation, hein, c'est important de bien manger, ça marche pas. Si vous dites, il faut respecter tes parents, mais en même temps, vous-même, vous respectez pas vos parents, ou il n'y a pas de respect à l'intérieur de la famille, pas de dialogue, pas d'écoute, pas de machin. Ben, voilà. Donc, les phrases, ça veut rien dire. Donc, c'est pas un truc, c'est ce que vous êtes vraiment. L'ADN, il est celui-là, il est vous-même. Il faut juste l'assumer. Bon, voilà, tout ira bien. Et les gens, moi, ce que je constate, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un des trucs qui est excitant, je trouve, chez un entrepreneur, c'est justement ça. Un entrepreneur, c'est un mec qui, c'est une valeur assez rare. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette qualité-là. Et cette qualité, c'est la qualité on va dire, peut-être, pour reprendre vos termes, ce serait la qualité de transmission de son ADN. Mais on peut dire autrement, c'est une qualité de leadership. Donc, c'est celui qui, dans un groupe de gens, va identifier une opportunité que les autres ne verront pas. Donc, il y a une certaine forme de vision. Et ensuite, il y a une espèce de forme de leadership. C'est celui qui va monter pas sur une estrade, mais juste sur un petit tabouret et qui va dire, mais les gars, faudrait pas que si on allait par là, moi je pense que... Et il y a tout le monde qui, ouais, c'est vachement bien, on y va, quoi. Donc c'est cette espèce de truc, donc vous emmenez, c'est comme être parent, vous êtes d'un seul coup, vous prenez une responsabilité, vous faites des enfants, et tous les petits schtroumpfs, ils sont là, ils vous regardent, ils disent, on va où, on fait quoi, et vous êtes parent, et c'est vous qui devez dire, bon alors, cet été, on va aller en Espagne, et puis on va louer une bagnole, et puis on va aller dans telle école, vous faites des choix pour eux, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le repas, on le mange comme ça, on mange à 7h30, et on mange des nouilles ou pas, ou on discute, ou on met de la musique à table, on regarde la télé en mangeant, ou pas, ou... Voilà, on choisit tout ça, et on construit son truc, les choix qu'on fait. Ben là, c'est pareil, l'entreprise, c'est, bon, on a des bureaux là, et on fait tel produit, et puis on les vend, on embauche tel mec, et puis on structure la boîte comme ça, mais ça se fait... par des milliers de petites décisions, comme dans une famille, des milliers de petites choses qui fait que quand vous regardez de loin votre famille ou votre entreprise, moi, elle est celle-là. Et elle est moi, en fait, elle est l'émanation de moi. Et c'est ce que je trouve chouette dans le truc, c'est un peu mégalo, mais c'est surtout... non, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de leadership, les gens ont besoin de gens qui leur montrent une direction et qui y vont, et avec bienveillance, hein, c'est pas du tout, c'est pas autoritaire, c'est rien du tout, mais faut à un moment donné, quelqu'un qui prend ce truc, qui cristallise autour de lui un projet, qu'il formule, donc a une vision, qui voit quelque chose que les autres ne voient pas. Moi, je crois beaucoup à ça. J'aime bien cette idée de vision. La vision, c'est vraiment... c'est une image, en fait. Vision, image. Donc, vous avez une image dans la tête de à quoi ça ressemblera plus tard. Et vous êtes le seul à l'avoir. C'est une espèce de truc qui est imprimé. Donc, pour notre truc de supermarché, ma femme et moi, on a une vision extrêmement claire de ce qu'on veut. Et quand on ouvre un nouveau point de vente ou qu'on change quelque chose dans la distribution, on dit, ah, tiens, on va faire on le voit, nous, on sait immédiatement si ça correspond à notre vision. À la limite, quelqu'un nous propose quelque chose, on va faire ça comme ça, et nous, on ferme les yeux, et on dit non, ce que tu me proposes, ça colle pas dans mon image. Moi, j'ai la grande image dans ma tête, elle est dans mon imaginaire, c'est ma vision, et tu me proposes un truc, c'est bleu, c'est vert, et ça fait... Ah non, il n'y a rien. Donc, c'est clair. Donc, les réponses, pour nous, elles sont claires, parce que ça doit matcher avec l'image, la vision qu'on a. Et ça, c'est par rapport, quand c'est le 16e magasin, par exemple, bon, on calque sur les 15 autres. Comment est-ce que vous faites quand vous arrivez sur un nouveau secteur? On parlait justement de la partie food, import, distribution. À la base, c'était du voyage. Comment créer cette vision quand on est au début d'un projet? Bah, c'est une capacité d'imagination. Il y a quand même donc vous imaginez un business model tel que vous aimeriez le voir, parce que faut être curieux, il faut être un tout petit peu intelligent et curieux et se dire, putain, le tourisme ou le Vietnam, il y a tellement de choses à montrer, donc il faut avoir une espèce d'appétit pour... mais il y a aussi un peu de copie, hein, honnêtement. Hein, c'est-à-dire qu'on s'inspire des autres. Ouais, la vision innovante totalement, le mec qui invente un truc complètement out of the blue, qui dit, c'est ça, et c'est rare, généralement. Vous vous calez sur quelque chose que vous avez vu ou un truc de votre enfance ou simplement un voyage. Honnêtement, en ce qui me concerne, une des choses qu'on peut facilement voir, c'est le décalage dans le temps. C'est-à-dire de dire, le Vietnam, moi je vous ai dit, le Vietnam, il est en 1960. Donc de voir tout ce qui s'est passé en France, mais même sans aller jusqu'en France, aller juste en Thaïlande, qui avait peut-être 15 ans d'avance, ou d'aller à Hong Kong ou à Singapour, n'importe quel pays un petit peu en avance ou beaucoup en avance, ou aller carrément jusqu'en France ou aux États-Unis ou je sais pas quoi, et de voir le gap qu'il y a entre ce que j'ai vu du Vietnam, qui était donc gelé dans le 1960, et ce qui se passait aux États-Unis, bon, bah, ce gap, voilà, il fallait juste le remplir. Donc, c'est pas de la copie, c'est juste de dire le Vietnam aura besoin, il existera au Vietnam dans 10 ans
une crêperie. Donc, j'aurais pu décider de monter une crêperie. Il y a dans tous les pays du monde, il y a une crêperie. Donc, j'aurais pu dire, il y en aura une. Est-ce que j'ai envie d'être le gars qui a la crêperie ou pas? Ou est-ce que je préfère être le gars qui a la chaîne de boulangerie? Ou dans 10 ans, j'aurais pu me dire ça à l'époque, il y aura des McDonald's. Donc, j'aurais pu aller voir McDonald's en me disant, ouais, j'y crois fort, je veux devenir le distributeur de McDonald's au Vietnam. Ou j'aurais pu... Tout est tout à fait. Des concessionnaires automobiles, des immeubles de grande hauteur, des restaurants branchés, des marchands de chaussures, enfin n'importe quoi. Donc c'est là où vous voyez un gap. Donc c'est pas non plus une création pure, c'est généralement simplement une analyse de l'opportunité. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand même de voyager, se documenter, écouter des podcasts inspirants comme celui que vous faites, lire des articles pour dire, et ça vous fait des lumières dans la tête, en disant, ah putain, ouais, ça. Et vous trouvez une application dans votre truc. C'est rarement une invention pure, hein, c'est quand même... faut être réaliste. Donc, pour ça que le conseil que je peux donner, c'est quand même, si vous allez dans des pays, qui sont en train de se développer, bah, là, il y a des opportunités qui sont simplement celles de cet écart que vous voyez entre ce que vous avez vu en Occident, qui va avoir lieu, parce que tout se mondialise, tout va dans le bon sens. Mais ça peut être, si c'est pas ce genre d'écart, ça serait, par exemple, si vous parlez de la France, c'est de sentir la tendance de demain. Donc, de dire, de plus en plus, les gens veulent ça, donc la population vieillit, donc il y a besoin de trucs de soins à la personne, de je sais pas quoi, ou je sais pas, le service public dans tel domaine fonctionne pas, et donc c'est toujours des opportunités, en fait. L'entrepreneur, il remplit des trous là où il dit, oh tiens, il y a un truc qui manque, voilà, c'est tout. Donc, c'est pas une invention, c'est généralement juste une analyse. Après, ce qu'il faut, faut pas se planter sur le dimensionnement, bien évaluer la taille de l'opportunité et voir son potentiel. Parce que moi, souvent, je cite un exemple. Moi, par chance, j'ai adoré le Vietnam. Je suis tombé amoureuse d'une Vietnamienne qui était en dehors d'une mère admirable, une femme d'affaires remarquable, etc. Tout ça, c'était très, très bien. Mais j'ai eu la chance que ça se passe au Vietnam. J'aurais très bien pu, potentiellement, il aurait pu se passer la même chose au Laos, par exemple, qui est un autre pays que je connais bien, qui est juste là où on a des business et tout. Le Laos, il s'est vraiment pas passé, avec tout le respect que j'ai pour le Laos, et c'est d'ailleurs une des grandes qualités du Laos, c'est qu'il s'est rien passé. Donc c'est pas la même croissance, ouais. C'est pas du tout la même croissance, surtout le pays est complètement gelé dans ce qu'il est, et c'est merveilleux, et c'est une destination touristique absolument fantastique. C'est peut-être un des derniers endroits du monde qui est comme ça, etc. Mais si j'avais été un entrepreneur au Laos, peut-être que j'y serais encore, et que j'aurais juste monté un petit bouclard dans rien du tout. J'aurais monté une crêperie, voilà. Je serais le patron de la crêperie de Vientiane, quoi. Et c'est pas du tout la même histoire que mon histoire. Donc, quand vous vous mettez quelque part et que vous évaluez une opportunité, il faut quand même voir son potentiel. Il faut pas courir, parce que la seule truc qui se refait pas, c'est le temps. Et donc, passez pas 10 ans à courir après un truc merdique, à vous être dans un petit bled pourri, à faire un truc de merde. Il faut quand même voir, la vie est courte, c'est une aventure, banzai, il faut y aller. Donc, viser des trucs où vous sentez que l'opportunité, elle est significative et elle a un potentiel d'expansion important. Perdez pas votre temps dans des micro-opportunités. Il faut regarder la big picture, il faut toujours prendre de l'attitude, au moins au début. Puis après, une fois que vous avez dit, bon, tout ça c'est bien, le Vietnam, 100 millions d'habitants, croissance comme ça, Saigon, grande ville. Après, vous dites, ça, le potentiel est super bon. Ensuite, la crêperie, crêperie, combien il va y avoir de crêperies? Grattez la tête, combien il y a de crêperies à Paris? Même à Paris, où il y a quand même beaucoup de Bretons, il y a peut-être que 25 crêperies, donc ici, il y a un potentiel pour 2. Ok, c'est pas le bon potentiel de la crêperie, donc partez sur autre chose. Et ce que je veux dire, il faut réfléchir, mais une fois que vous êtes sur le truc, moi par exemple, je suis sur la distribution de produits haut de gamme, organiques, bio, machin, le potentiel est important. C'est pas le potentiel qui va me bloquer, c'est mon potentiel, capacité à exécuter, un machin, un truc. Mais le potentiel est, je dis pas infini, mais il est très important. Donc c'est bien quand même d'être sur des business models qui ont un gros potentiel, quoi. Ouais, on parle de la culture aussi de l'influence, c'est aussi la culture de la copie au Vietnam, mais il y a des rues entières. Tout le monde vend des chaises, des rues entières où tout le monde vend des pianos, par exemple. C'est aussi le dynamisme de ce pays-là que de se challenger et de faire en sorte que quand un marché est là, il y a de nombreux acteurs qui se lancent. Voilà, d'où la nécessité de bien avoir ces barrières à l'entrée. C'est-à-dire que si vous êtes juste un vendeur de piano, que vous n'avez pas de contrat d'exclusivité avec un fabricant de piano, que vous êtes juste un distributeur de piano, mais que le mec à côté de chez vous, il peut distribuer le même piano, peut-être il va ouvrir un magasin qui sera plus beau que le vôtre. Et il va prendre des marges plus faibles. Donc, le même piano que vous, il le vendra moins cher. Donc là, vous êtes face à cette concurrence de prix. Donc, n'y allez pas, ça va mal se passer. Tout à fait ce que vous dites, on est dans un pays... Moi, je dirais... Vous avez dit quoi? C'est un pays qui a une culture de la... culture de l'influence. De l'influence... De la copie. De la copie, du machin. Moi, je dirais que c'est un pays... De ce point de vue-là, c'est un pays... Ce que je retirerais de ce que vous dites, de l'exemple de la rue des pianos ou la rue des tabourets ou je sais pas quoi, c'est plutôt un certain manque d'imagination. Donc, quelque part, c'est une opportunité. Il manque d'imagination, manifestement.
Le mec, il va monter un business, il va vraiment dépenser de l'argent, avoir du stock de pianos dans son magasin de pianos pour ouvrir le 14e magasin de pianos dans la rue des pianos. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est con. Donc, ok, très bien. Mais il y a une opportunité. Ça veut dire que, au moins, il y a plein de gens qui sont occupés à faire des trucs qui sont à faible valeur ajoutée. Donc, vous trouvez l'opposé de ça. Et donc, une fois de plus, c'est Nespresso. Produit exclusif, différent, machin truc, bidule, avec un potentiel, parce que les Vietnamiens consomment un trait de café, 100 millions d'habitants, vont devenir un pays riche, vous regardez dans le monde entier, ah oui, Nespresso, il y en a de partout, et ça marche, et c'est super. Bon, je vais devenir Monsieur Nespresso au Vietnam, et je vais creuser mon sillon, et là, il y a un potentiel, et c'est intéressant, je vais pas me faire tondre sur le... Alors, il y a des capsules compatibles, je dis pas que c'est pas un domaine qui est complètement vierge de tout, et vous êtes tout seul sur votre univers, mais c'est quand même... Donc c'est plus... Voilà, je suis parti là-dessus, je suis pas allé devenir un distributeur de plus du même produit que tout le monde, où je me fais tarter sur les marges et sur les prix, et là, à la fin, c'est un business qui est déclinant, quoi, où les marges vont faire que baisser jusqu'au moment où c'est le dernier survivant qui peut-être peut rafler la mise, éventuellement, mais une fois que les prix sont très bas comme ça, il n'y a plus de potentiel, quoi. Tout à fait. On parlait de l'ADN, des valeurs en entreprise. Il y a un point important aussi auquel vous avez dû vous confronter, c'est les différences culturelles dans le management. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Le sujet numéro 1, c'est vraiment la communication, qui est un sujet encore plus grand que la différence culturelle, vraiment la communication. Vous pouvez dire que la communication est peut-être un sous-ensemble, mais vraiment, quand vous arrivez à craquer la question de la communication, déjà, vous avez résolu le bout de problème. C'est-à-dire quand on s'est entendu sur le sens des mots, et quand quelqu'un vous a dit quelque chose, c'est-à-dire il a quelque chose dans la tête, et c'est sorti par sa bouche, et vous avez entendu, avec tous les biais cognitifs, toutes les différences de traduction de machin truc bidule, le truc qu'il avait dans le cerveau, vous arrivez dans le cerveau, et là, on est aligné sur, on est aligné sur le message, et après, on peut réfléchir ensemble. Déjà, cette communication. Et moi, la façon de résoudre ce problème, ça a été d'avoir une assistante ou un assistant, quelqu'un qui est à mes côtés, qui parle parfaitement français. Pas anglais, pas français, parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux, où il n'y a pas de variation quand je dis quelque chose. En plus, je sais m'exprimer, j'ai un bon vocabulaire, j'arrive bien à dire ce que je dis, je suis assez didactique, donc j'arrive à expliquer mes idées de manière assez claire. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui arrivait à capter une grosse partie de ce que je voulais dire, et ensuite donc quelqu'un qui parlait très très bien français, et qui savait le retranscrire en vietnamien. Donc déjà, j'ai résolu une partie du problème. Ça, c'est mon conseil. Évitez le baragouinage. Ça peut aller au début, hein, mais si vous voulez vraiment être efficace, mon conseil, c'est d'éviter le baragouinage dans une langue approximative, etc. Il faut vraiment régler ce problème de la communication verbale déjà claire. Après, sur les différences culturelles, il n'y a pas tellement de recettes miracles. La recette, c'est la communication, c'est-à-dire de passer le temps qu'il faut pour arriver à décortiquer les différences culturelles et arriver au fond des choses et pas se satisfaire d'une approximation. Il faut vraiment faire un effort profond pour arriver à comprendre pourquoi ils pensent comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, vraiment aller au fond du truc. Ça a été particulièrement vrai dans mon mariage, où vraiment on a mis un accent, on a vraiment travaillé sur ce truc-là en communiquant comme des malades. Et dès qu'il y avait un truc des différences culturelles, des trucs où on se dit « Quoi ? Bizarre, quoi ? Pourquoi t'as dit ? Je comprends pas. » Ou un truc qui choque, un truc où on se comporte pas bien, je vais chez ma belle famille et je fais quelque chose que moi je crois très bien, mais ça se fait pas du tout comme ça, et donc je choque, machin, ou à l'inverse, ma femme vient, elle dit un truc, mais quand tu dis ça, on est un dimanche à la campagne en famille, et t'as dit un truc, à côté de la plaque, je sais pas quoi, un truc qui... on va au fond, on dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment... Déjà, la chance, c'est que ma femme parlait parfaitement français, donc ça a résolu une grosse partie du premier problème dont je parlais. Mais aussi, on a pris le temps qu'il fallait pour communiquer. Donc les différences culturelles, il faut le reconnaître comme étant un truc qui est vraiment un sujet extrêmement important. Et il faut prendre le temps qu'il faut pour pas le régler, parce qu'on ne règle pas les différences culturelles. On est juste... Il y a deux vérités. C'est comme au bout d'un certain âge, on apprend que la vérité n'existe pas. Il y a votre vérité, ma vérité. On peut même, dans 1 heure, à la fin de cette interview, vous aurez une vérité par rapport à ce qui s'est dit ou en dehors de l'enregistrement, vous aurez une expérience, un truc qui sera... Et pourtant, on est à 1,50 m l'un de l'autre, on vit le même truc, c'est vraiment, on est dans un bocal, donc il n'y a pas de... Mais vous aurez votre vérité, ma vérité, vous pensez que je suis un mec sympa, et moi je pourrais penser que j'ai pas été sympa du tout, ou que vous n'êtes pas sympa du tout, ou que ça s'est bien passé, ou que ça s'est mal passé, ou que on s'est dit des choses profondes, ou pas, j'en sais rien. Tout ça, on n'arrive pas, voilà, c'est vrai. Donc il faut juste reconnaître que ce truc-là existe, c'est un vrai truc, et donc il faut prendre le temps qu'il faut pour parler, communiquer, pour arriver à... Une fois de plus, c'est très très important dans le couple
parce que toutes ces scories vont abîmer beaucoup votre couple. Et moi, ça fait plus de 30 ans que je suis avec ma femme, et je pense qu'un des succès de notre, une des recettes de notre succès, ça a été ça. C'est un peu moins fort dans une entreprise, parce qu'une entreprise, les interactions sont quand même beaucoup plus cataloguées, standardisées, cadrées. On parle à son directeur du machin et on lui dit des choses. C'est pas aussi profond, on se parle pas tous les jours pour dire, mais tu sais, je pense que je t'aime beaucoup, mais un peu moins, un peu plus. Non, tu vois. Ou l'éducation des enfants, c'est des sujets super chauds où on a chacun notre ressenti, nos émotions, notre culture, etc. Dans l'entreprise, c'est un peu moins fort, mais malgré tout, il faut vraiment prendre le temps qu'il faut pour arriver à bien décortiquer. Mais une fois de plus, quand vous avez bien résolu déjà le problème de la communication verbale, avec une assistante, un assistant qui parle très très bien la langue, c'est la première personne à recruter dans votre équipe. Et après, tout ce que vous dites, vous passez pas en direct, vous dites à votre assistant, est-ce que vous pouvez appeler monsieur machin, le mec de, je sais pas quoi, l'avocat truc, pour lui dire ça. Tout passe par elle, comme ça elle décode tout dans les deux sens. Et déjà, vous avez résolu pas mal de problèmes. Sinon, vous allez avoir beaucoup d'incompréhension, vous allez croire avoir dit oui ou avoir dit non ou avoir compris ça et vous n'avez pas compris. Bref, donc il faut vraiment passer par cette interface. Une question sur les différences culturelles, parce que vous parlez beaucoup de la communication. Est-ce que justement, avant la communication, vous avez été confronté à une différence culturelle majeure à un moment de votre carrière, soit dans votre carrière professionnelle ou même dans votre environnement privé, où justement, il était nécessaire de réaligner, mais à la base, il y a une compréhension totalement différente entre les interlocuteurs? Je me rappelle d'un cas où on était en train de négocier un projet immobilier à Hanoï, et j'avais une discussion avec le voisin, en l'occurrence, qui avait la maison d'à côté. Et franchement, il a fallu vraiment du temps pour arriver à comprendre que son problème, il était essentiellement qu'il garait son vélo à un endroit. Enfin, en fait, il n'avait pas d'endroit pour garer sa mobilette. Vraiment pas du tout d'endroit pour garer sa mobilette. Il habitait dans la maison d'à côté. Mais mon immeuble, si je le faisais tel que j'avais envie de le faire, sa mobilette, il ne pouvait plus la garer. Et à l'époque, au Vietnam, c'est pas un truc où on gare sa mobilette dans la rue, et puis non, tout le monde mettait sa mobilette chez soi. Encore maintenant, pas mal, oui. Surtout les mobilettes. Maintenant, à l'époque, c'était même les voitures. Il n'y avait pas de voitures dans la rue. Et les Vietnamiens, quand ils venaient en France, ils étaient mais comment vous faites, vous garez vos voitures dans la rue? Les gens vous les volent pas, les machins. Et à l'époque, c'était comme ça. C'était un pays où la voiture, on la mettait dans un garage, chez soi. Donc, on la rentrait dans le rez-de-chaussée de son immeuble. Et il y avait la voiture qui prenait toute la place. Pour ceux qui avaient des voitures, ce qui était très rare. Et donc, bref, j'ai compris que ce voisin, il avait pas d'endroit pour garer sa mobilette. Et il a fallu vraiment que je construise à l'intérieur de mon terrain un accès pour son immeuble qui lui permette de garer sa mobilette. Et tant que j'arrivais pas à ça, j'arrivais pas à avoir son accord pour que je détruise le mur mitoyen, machin, qui me bloquait pour tout mon ça. Il y a une suite un espèce d'effet domino incroyable. Donc, il y a vraiment il faut aller au fond de la compréhension de la dynamique de chacun, de la culture de chacun, de l'histoire de chacun. Au Vietnam, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui concernent la face. Oui. Et donc ça, il faut aussi aller très profond pour arriver à comprendre ce que c'est que cette notion de face, une espèce de truc de fierté, de je sais pas comment. Enfin, maintenant, c'est quelque chose que je ressens. Comment vous l'analysez, vous, la face, justement? La face, c'est vraiment le truc qui, c'est, on va dire, j'avais des mots, je me rappelle à l'époque, j'arrivais à trouver des mots mieux pour expliquer ça, mais en gros, ce qui me vient à l'esprit là, c'est la face, c'est vraiment, c'est la petite humiliation, quoi. On va dire que c'est un peu comme l'humiliation. Donc, je vais donner deux petits exemples. Vous traversez le lobby d'un hôtel et vous prenez les pieds dans le tapis et vous trébuchez comme ça. Ce petit truc, ce petit moment de ridicule. Vous êtes passé pour un con, quoi, en gros. Vous êtes un clown, il y a un truc. Pour eux, c'est... Nous, on doit dire, on va même... On va dire, je sais pas quoi. Mais eux, ils vont... Pour des Asiatiques, c'est vraiment... L'autre exemple, c'est, on est dans une réunion. En France, on va facilement dire, vous êtes autour d'une table, vous allez dire quelque chose et vous allez dire une petite bêtise. Vous pouvez arriver, vous dites un truc, vous avez oublié, je sais pas quoi, vous dites un truc, vous croyez que c'est intelligent ou que c'est utile, mais en fait, ça allait pas parce que vous avez oublié que... dans un contexte français, moi, si je suis votre boss, ou même si je suis pas votre boss, je suis votre égal hiérarchique dans la réunion, je vais dire, Coco, là, t'as oublié que entre-temps, ça a été réglé déjà. Hein, le truc, c'était le week-end, le meeting de la semaine dernière. Donc, il va vous faire perdre la face. Et c'est bien parce que là, il a marqué des points et tout le monde va faire tout le monde va ricaner, vous avez perdu la face. En Asie, un truc comme ça, vous dites une petite bêtise, comment est-ce qu'on va lui sauver sa face? Le mec, il dit une petite bêtise, on va trouver un moyen d'arriver à la ramener dans le truc, parce que s'il perd la face, c'est fini. Il va quitter le groupe ou il va vous en vouloir si vous lui faites perdre la face. Vous avez un ennemi dans la place. Donc, il faut, si vous avez identifié qu'il a dit une bêtise, le truc, ça va être d'essayer de le ramener
de lui sauver sa face, lui sauver sa bêtise, de le déridiculiser d'une certaine manière. Donc vous allez essayer de trouver un moyen pour dire, effectivement, c'est intéressant, mais est-ce que, il me semble bien, j'étais pas au meeting, mais on n'a pas parlé, c'est possible. Bon, peut-être que ce truc-là a déjà été réglé, ou on en reparlera plus tard. Et vous allez désamorcer le truc pour pas que ça lui saute dans la gueule, et vous allez peut-être lui envoyer un petit hint qui lui fera dire, oui, il me semble d'ailleurs pour lui sauver sa face, quoi. Voilà, je sais pas comment le dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est ce truc-là, c'est ce côté, le petit ridicule. Oui. Nous, c'est une arme de destruction massive. On joue à ça toute la journée. Tout le monde se fait perdre la face. Et moi, je trouve ça nul. Je supporte plus ça. C'est pour ça que maintenant, je suis très asiatique dans le sens où cette espèce d'agressivité qu'il y a dans les échanges, etc. Je l'accepte plus. Et donc, j'ai beaucoup appris des Vietnamiens de ce point de vue-là. Et cette notion de face, donc c'est pour revenir à votre question des différences culturelles, ça fait partie de ces choses, le rapport au temps, le rapport à peut-être à l'échelle, par exemple, le petit gars qui est à sa mobilette, à l'échelle de mon bâtiment que je construisais, qui était un truc de plusieurs milliers de mètres carrés de bâtiment, le petit enclave pour qu'il puisse garer sa mobilette, on parlait d'un mètre carré, c'était insignifiant, on a pu trouver la solution, mais il a fallu que je me mette à son niveau, que je comprenne, machin. Et important, oui. Pour lui, c'était sa vie, c'est tout. Il ne garait pas sa mobilette, il n'allait plus au bureau le matin, où il habitait, je sais pas, un truc comme ça. C'est hyper important. Donc, il allait résister sans fin à ce truc-là. Mais il n'allait pas me le dire non plus. Donc, bref, on a toutes ces notions culturelles différentes, ou la notion de face, vous pouvez facilement faire des faux pas. Donc, il faut la comprendre profondément. Okay. Vous parliez justement d'avoir une interlocutrice, un interlocuteur qui vous comprend à 100%, un assistant, une assistante, qui arrive à retranscrire vos mots. Comment est-ce qu'on fait pour fidéliser et engager les gens dans son projet, mais plutôt fidéliser? On sait que les Vietnamiens aiment bien changer. Il y a un turnover assez important au Vietnam, il y en a également en France. Comment arriver à capitaliser sur des ressources qu'on forme et qu'on garde dans le temps? Bah, écoute, je sais pas, je crois pas avoir de recette. La recette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur un ADN et un côté leadership, un côté vision que tout le monde est content de suivre. Quand ils suivent un projet qu'ils aiment et des gens auxquels ils croient. Donc, il y a un attachement sentimental. Moi, je trouve que les Vietnamiens, on peut dire qu'il y a un turnover important, mais à l'inverse, je peux vous parler de plein de mes collaborateurs qui sont avec moi depuis tout le temps et qui sont au contraire d'une fidélité absolue. Oui, je sais bien que justement, chez Apple Tree, il y a une fidélité qui est assez importante. Ouais, parce qu'ils croient au schmilblick, ils croient à l'histoire, ils croient en nous, on les respecte, on a ce dialogue. Enfin, tout ce que je viens de dire précédemment, c'est comme l'éducation. C'est si vous êtes un mec pas trop mal et que vous faites un peu bien votre boulot et qu'en plus c'est une entreprise sympa et cool, machin, c'est tout ça qui fait que voilà, ça se passe bien. Par contre, on est dans un environnement de forte croissance, donc les salaires augmentent vite. Les opportunités professionnelles augmentent vite, donc vous avez vite fait d'être décalé et de pas offrir assez d'opportunités à vos employés ou d'avoir augmenté leur salaire assez vite ou quoi. Puis à un moment donné, et pour les histoires de différences culturelles dont on parlait aussi, c'est pas non plus les Vietnamiens, ils viennent pas vous voir tous les matins. Il y a un petit côté, ils peuvent vous dire non, je dois quitter parce que ma grand-mère est malade. Et puis en fait, si vous allez au fond du truc, c'est pas, il quitte parce qu'il a eu un meilleur job et qu'il a pas osé vous demander et que vous avez oublié de lui proposer une augmentation ou une progression, que vous n'avez pas senti le potentiel du gars. Puis il y a aussi tous les mouvements normaux simplement de gars qui stagnent à un truc et vous les laissez là parce que vous pensez qu'il est à sa place, mais lui, il pense qu'il vaut mieux et peut-être qu'il vaut mieux ailleurs. C'est une adéquation entre un employé, un collaborateur, une opportunité, une entreprise, machin. Ça colle pas, ça tourne. Le turnover, c'est pas une mauvaise chose et ceux qui partent, en l'occurrence, généralement, c'est des gens qui, simplement, voilà, il y a une opportunité pour eux de changer. Donc, quand on est dans un environnement à forte croissance, c'est normal que les mecs changent de job régulièrement parce qu'il y a des jobs, ils peuvent augmenter de 15% leur salaire en allant dans la boîte d'à côté. Donc voilà, ils le font et puis c'est bien. Et puis nous, on embauche des plus jeunes qu'on forme et puis un jour ils partent. C'est une espèce de mouvement perpétuel. Mais par contre, les key staff, eux, il faut aussi autant que possible de les pérenniser et ça se passe à travers en suivant bien l'augmentation des salaires, en suivant bien leurs aspirations, leurs ambitions, en gérant autant que possible la relation, enfin en ayant un dialogue avec eux pour s'assurer qu'ils sont toujours, en les faisant monter, enfin tout simplement, ils sont ambitieux. Après, la balle est plutôt dans le camp de l'employeur, elle est plutôt, est-ce que ma boîte est assez excitante et offre assez d'opportunités pour tous ces jeunes gars qui veulent grandir dans la vie, ils veulent tous devenir managers, machin, truc bidule. Donc, est-ce que c'est plutôt ça le problème? Et la réponse, elle est non. On peut pas répondre à toutes ces ambitions. Ils sont très ambitieux, donc ils ont tous envie de bouger, de changer. Ils veulent tous devenir manager. Ils veulent tous devenir CEO. Bon, très bien. Il n'y a pas tant de CEO que ça dans une entreprise. Il y en a généralement qu'un. Donc bon, oui, ça fait des déchets, ça fait du turnover, ça tourne et c'est la vie, quoi. Est-ce que vous avez vécu un échec et est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez fait pour rebondir?
Alors, j'ai vécu un échec. Je peux vous parler de deux aventures. Je vais vous parler de, pas un échec, mais le truc du Covid avec Exo. Ça, c'est une histoire un peu rigolote. Je vais vous la raconter quand même. Et puis l'autre qui est un véritable échec, une grosse connerie, où j'ai perdu pas mal d'argent, c'est à un moment donné, la connerie, c'est de pas avoir les idées claires sur ce qu'on est, ce qu'on fait bien. Ce que je peux vous expliquer clairement quand je l'explique vraiment ma boîte, ma vision, tout ça, je suis en paix quoi avec tout ça. Mais avant ça, quand on est plus jeune, on n'est pas en paix. On croit des trucs, ou on essaye des trucs, ou on se prend pour qu'on n'est pas, ou un truc dans ce goût-là, quoi. Avant d'être vraiment bien dans ses baskets, on tâtonne. Et donc, j'avais déjà monté pas mal de business, et j'ai investi dans un truc. Je dis investi parce que c'est un Français qui est venu me voir et qui avait monté un business qui était assez sympathique, qui était une usine qui fabriquait des objets en lac, designés, machin. Bon. La lac, c'est une espèce de spécialité vietnamienne, c'est un produit d'artisanat très, très beau. Et donc, ça me plaisait intellectuellement. C'était un petit atelier qui fabriquait des jolis produits en lac. Pourquoi est-ce que j'ai mis 3 sous, vraiment 3 sous là-dedans? J'en sais rien. Mais bon, le mec était sympa, il m'a convaincu, il courait partout, il faisait des jolis produits en lac. En fait, c'était le mariage d'un design moderne, c'est très classique, hein, mais bon, j'avais, je devais avoir 32 ans, ou un machin comme ça. Donc, c'était prendre un design moderne et l'appliquer à un savoir-faire traditionnel. D'accord. Si j'avais dû analyser le potentiel, machin, j'aurais pas allé parce que la lac est un truc qui n'est pas un très gros potentiel, mais ça me plaisait intellectuellement, bref. Et puis de fil en aiguille, ce business de lac, à un moment donné, on s'est mis à fabriquer des objets en lac pour Ikea. Donc c'était pas des très gros volumes, mais l'atelier grossissait un tout petit peu, bon bref. Et puis un jour, ce Ikea est venu nous dire, mais vous êtes des gens bien, et un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on est des gens simples, on va dire, on fait les choses normalement, on est à peu près des gens qui font ce qu'ils disent ce qu'ils font, des choses comme ça. Et on est en train de lancer nouvelle ligne de business qui sont les sols. Au début, ils ne faisaient pas de sol. Et on va lancer une gamme en particulier de sols en bambou. Et on a, nous, Ikea, on est champion du monde, on a étudié toutes les opportunités de bambou dans le monde. Enfin, ils étudient en fait toutes les sources de matériaux, où est-ce qu'on fait du bois, où est-ce qu'on fait du tissu, où est-ce qu'on fait des trucs, des machins. Et ils dispatchent dans le monde entier leur production qui est phénoménale. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ils ont toujours sur ce business de bambou, ils ont une façon de raisonner qui est intéressante, qui est de dire, nous, on pense que ce parquet, mais c'est valable pour cette table ou cette chaise ou peu importe, pour en vendre, pour être significatif, il faut que ce soit à ce prix-là. Ils partent du prix de vente. Et après, ils déclinent le coût en bas et ils disent, il existe une quantité dans l'équation, si vous voulez, parce que l'équation, c'est toujours, à partir d'une certaine quantité, le prix baisse par unité parce que vous absorbez vos frais fixes, machin. Et ils disent, il existe une quantité pour arriver au prix que je veux pour que le produit soit au prix de vente que j'ai décidé. Donc, ils sont venus nous voir en disant, voilà, nous, on veut que le parquet soit produit à tel prix par mètre carré. Parce que si on vous l'achète à ce prix-là par mètre carré avec nos marges, nos coûts de logistique, nos machins, nos trucs, le sol arrivera à ce prix-là. Donc, votre mission, c'est de monter une usine de bambou. Et d'autre part, on a analysé que le bambou vietnamien, c'est le meilleur bambou du monde. Il y a des bambous dans plein de pays, mais le bambou vietnamien, c'est canon, c'est le meilleur, machin. Donc, vous êtes des industriels, vous avez un workshop, un atelier qui fabrique des produits en lac. Donc, on va faire ça, on va étudier le truc. Donc, on a fait ce qu'il faut, on a étudié la question. Et on est arrivé au bout de la chaîne à dire, OK, super, on va faire une usine de bambou pour fabriquer pour Ikea. Là, pour le coup, le potentiel devenait un peu plus intéressant parce qu'on parle d'Ikea, on parle du bambou, qui est soit dit en passant, un produit extrêmement intéressant parce que c'est une herbe, en fait. Oui, qui pousse très vite. Qui pousse très vite, donc c'est un piège à carbone. Donc quand ça pousse, ça prend du carbone de l'atmosphère pour faire de la matière organique. Et après, cette matière, vous la transformez en table ou en chaise ou ce que vous voulez, c'est très bien, c'est un piège à carbone. On a pris du carbone, on a fait une table. Le jour où on fait brûler la table, le carbone retourne à l'atmosphère, mais d'ici là, il est en table. Donc c'est très très bien. C'est pour ça que le bois, c'est un très bon matériau pour la construction, parce que ça piège le carbone, et après, vous en faites des maisons, vous en faites ce que vous voulez. Et là, c'est mieux parce que ça pousse plus vite, donc ça absorbe encore plus vite du carbone. Donc vachement bien. Donc, là, vous ouvrez une usine. Donc on ouvre une usine. Passer d'un atelier à une grosse usine. usine. Pas une grosse usine, une petite usine. On commence par une relativement plus petite usine. Enfin, une petite usine, c'était quand même beaucoup d'argent, parce qu'une usine, c'est une usine. Il y a quand même des machines qui coupent le truc dans tous les sens, qui collent tout ça, qui pressent à chaud. Enfin, donc on parle d'investissement sérieux, quoi. Mais j'y croyais, Ikea, nanana. Mais le problème, c'est qu'on est des clowns de la production. Je suis pas du tout quelqu'un de l'industrie, que je connaissais rien, tout ça, et que je me suis pas entouré des bonnes personnes. Enfin bref. Donc on est arrivé au bout de la route. Donc j'avais un contrat. Ikea me garantissait, je vous achète tant de milliers de mètres carrés. Tout allait bien. Hein, je pouvais avoir mon financement en face de ça. Tout collait parfaitement parce que Ikea me garantissait. Financièrement parlant, c'était intéressant. C'était intéressant. Je pouvais faire une usine, puis après je la faisais grossir. Puis après Ikea m'avait dit, une fois qu'on a fait des parquets, on va faire des meubles de cuisine. Enfin, à l'échelle d'Ikea, ça peut prendre des proportions énormes. Donc ça me plaisait, le potentiel m'intéressait. Et le problème, c'est que il y avait un truc, c'est qu'il disait, je vous garantis tant de machin si vous produisez à tel prix.
Et quand on est arrivé au bout de la chaîne, qu'on a bien étudié, puis même qu'on a commencé la production et tout, on a dit, monsieur Ikea, on est presque, hein, on avait garanti de vous vendre ce parquet à, mettons, $10. On est à 10,3. Elle a dit, ah bah oui, bah, vous êtes à 10,3. Moi, mon contrat, c'est 10. Donc, ma garantie, elle porte sur 10, mais pas, c'était un peu plus d'écart, c'était peut-être 10 et 11, quoi, genre 10% d'écart. Donc, du coup, bah, ils n'avaient pas d'obligation d'achat des volumes qu'ils avaient garantis. Donc, je me suis retrouvé avec une usine qui fabriquait des bambous avec plus du tout de garantie. Donc, je me suis retrouvé sur le marché mondial du parquet en bambou, où je suis allé dans des salons de bambou pour essayer de vendre, salons de parquet pour vendre du parquet en bambou. Et il se trouve qu'au bout de la route, après 1, 2, 3, 4 ans à essayer de faire ce truc-là, et à perdre de l'argent, etc., au bout de la route, on s'est avéré que le bambou vietnamien n'est pas du tout le meilleur du monde. Le meilleur, il est chinois. 2, les Chinois produisent beaucoup moins cher que moi, parce que, comme dans tous les secteurs, est-ce qu'ils sont subventionnés? Est-ce que je sais pas quoi? Mais toujours est-il que notre parquet en bambou qu'on vendait à 11, les Chinois, ils vendaient un parquet supérieur à 8, un truc comme ça. Donc j'étais avec mon truc tout pourri que personne voulait, machin. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent. Puis un jour, j'ai vendu l'usine, j'ai vendu les machines, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et c'était un espèce de flop intégral. Et l'enseignement que j'ai tiré de ça, c'est essentiellement qu'il faut savoir qui on est. Il faut être bien dans ses baskets. Et je suis quelqu'un qui sait faire ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et parce que dans tous les secteurs, que ce soit pour Exo, dans le tourisme ou la distribution, machin, on est quand même sur le haut de gamme avec des produits à faire de valeur ajoutée parce que je sais exécuter bien, etc. Mais l'industrie, c'est pas du tout ça la logique. La logique, c'est une logique de coût et d'optimisation à mort des coûts, des prix, des machins. Donc, il faut avoir une culture particulière d'industriel. J'ai mal analysé la concurrence parce qu'en face de moi, j'avais évidemment des Chinois, mais je suis complètement con. Je suis au Vietnam et j'ai même pas vu qu'il y avait la Chine qui était comme ça. Ils apparaissaient, hein, c'était il y a 25 ans. Hein, donc, mais j'ai pas bien vu, j'ai pas analysé. Bon, j'ai fait toutes les conneries de la terre. Donc ça, premier exemple, grosse bêtise, perdu du pognon, on a tout fermé, flop intégral. Deuxième truc qui est pas une connerie, c'est juste le Covid. Donc boîte de tourisme, service touristique, B2B. Combien de salariés on faisait à peu près $200 millions de chiffre d'affaires, 1000 salariés dans cette boîte de tourisme. Boîte rentable depuis 30 ans, super génial et tout. Et en début 2020, donc 2019, meilleure année historique. Plus gros chiffre d'affaires, plus gros truc, 1000 staff, machin. Et là, d'un seul coup, le chiffre d'affaires qui s'arrête. Et j'ai toujours 1000 staff et 0 aide. Hein, parce que j'étais pas dans un pays où on donnait des subventions. Donc j'avais d'un seul coup, le chiffre d'affaires s'arrête et je payais les loyers, les salaires, les machins, les trucs. On brûlait des centaines de milliers de dollars par mois. Et on a brûlé des millions de dollars pendant cette période-là. Il se trouve qu'on avait beaucoup de trésorerie parce que la boîte était ancienne et profitable, etc. Donc on a pu tenir. Mais on avait en gros tous les matins le compte en banque et on dépensait. Donc on a dû se débarrasser quand même d'une partie importante du staff. Oui. On est descendu à peu près à 400. On en a quand même gardé 400. On n'a pas fermé de bureau. On avait nos bureaux partout. On avait et dans toute l'Asie, on a des bureaux de partout, hein, dans les villes et puis dans les coins reculés aussi parce qu'on opère dans des coins pas possibles. Donc on a des bureaux partout et des staffs et des machins. Donc on a réduit. Mais bon, on est resté à la fin l'os, si vous voulez, c'était à peu près 400 personnes, 350 personnes au plus bas, je pense. Et on brûlait, et on attendait que ça s'arrête. Et quand on est arrivé pas loin de la mort, on était à quelques mois de la fin, il nous restait presque plus de trésorerie, on avait mis de côté tout ce qu'on devait à ce qu'on appelle les severance, c'est-à-dire ce qu'on devait au staff à la fin de leur contrat. Donc on était prêt à signer les contrats de bon, on ferme la boîte, on vire les 400, on donne les dédits pour les bureaux, on paye ce qu'on doit et on s'en va. Et il restait rien. À ce moment-là, on a un peu flippé, donc on a fait rentrer un investisseur extérieur qui est rentré à une valorisation très basse, parce que la boîte, elle avait moins d'argent, mais qui nous a donné un petit peu d'air. Mais il se trouve qu'en fait, ce petit peu d'air, l'argent qu'il a mis là-dedans, tout de suite absorbé. Non, on n'en a pas eu besoin, en fait. D'accord. Parce que le business est reparti en 2022, fin 2022, il a commencé à repartir, et la boîte est repartie. 2023, on a fait une année encore meilleure que 2019. Donc le business est reparti comme ça. Maintenant, on est de nouveau, même pas 1000, parce que le truc qui est génial, c'est que du coup, on a continué à investir dans le digital, donc en termes de productivité, on est bien. Donc la boîte 2023, elle était encore plus grosse en chiffre d'affaires, avec moins de staff, donc plus rentable. 2024 s'avère être encore mieux, donc la boîte est repartie comme ça. Donc c'est vraiment l'exemple d'une boîte qui a grandi depuis ses débuts à Exo au Vietnam, dont je racontais tout à l'heure, janvier 93, la première licence, Indochine, Laman et tout truc. Et ça n'a pas cessé d'augmenter, de passer de 0 à 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en 25 ans, un truc comme ça. Et 2 ans de trou intégral, 0 chiffre d'affaires pendant 2 ans. Parce que le Covid en Asie et au Vietnam notamment, ça a été jusqu'en 2022, en fait, ça a duré 2 ans. Ouais. Tout à fait. Et c'est pas que le Covid a duré ici, c'est que les gens ont arrêté de voyager, quoi. À partir de 2020, en avril-mai, plus personne ne prenait l'avion parce qu'il y avait du Covid, donc le business s'est juste arrêté, quoi. Et ici, le Covid a été plutôt bien passé parce que le pays
a décidé à fermer ses frontières. Donc, on est resté complètement isolé pendant 1 an et demi. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Pour rentrer, il fallait passer par une quarantaine de 15 jours dans un hôtel fermé. Vous étiez testé tous les jours. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas eu du tout de Covid à l'intérieur du pays pendant genre 1 an et demi. Donc, on était à l'intérieur, on vivait normalement. Puis un jour, le Covid est rentré. Bon, ça a été le bordel. Et du coup, on a vécu une quarantaine, un confinement. Mais c'était globalement, moi, vu de ma fenêtre, ça s'est plutôt bien passé. Mais en tout cas, pour le touriste, c'est tragique. Donc, c'est une histoire d'entrepreneur incroyable parce que passer de 200 millions à zéro, on a brûlé en gros 10 millions de dollars dans cette opération, qu'on regagne très vite derrière parce que le business repart plein tuyau. Enfin, c'est une espèce de truc complètement dingue qui a lieu peut-être une fois dans sa vie. Et surtout, c'est là où on mesure aussi la culture, la valeur de l'entreprise parce que on a dû se séparer de gens, mais les 400 qui sont restés, ils ont fait des sacrifices aussi sur leur salaire et ils sont restés. Et on a sauvé la boîte et ça a été une aventure humaine assez extraordinaire. Et là, on est reparti encore plus fort avec... C'était un peu dingue, mais incroyable. J'espère que je ne revivrai jamais ça. Oui, tout à fait. Si vous deviez recommencer l'aventure, mais dans un autre pays à travers le monde, où est-ce que vous choisiriez de partir ? En fait, honnêtement, une fois de plus, je n'ai pas réfléchi au contexte géopolitique. On ne peut pas dire que j'ai... il se trouve que si vous regardez à l'échelle du monde des endroits sur Terre où il s'est passé ce qui s'est passé depuis 30 ans, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc j'étais juste au bon endroit. Moi, c'est essentiel ça, mon histoire. C'est beaucoup une histoire de timing. Hein. Quand je vous raconte que je monte une boîte de tourisme et que 6 mois après, ça en France, Indochine et l'amant, et que ça démarre le truc, j'étais au bon endroit. Après, ce qui s'est passé, l'explosion de la distribution, oui, il y avait une petite analyse, mais enfin, c'est surtout que j'étais juste là. La mer monte à 200 km/h et moi, je suis sur mon bateau et je fais ce que je peux pour essayer. Donc, il n'y a rien de vraiment génial. Donc, si j'étais aujourd'hui un jeune entrepreneur, j'essaierais de trouver des endroits où il se passe des trucs aussi où ça bouge quoi. En gros, ce qu'il faut, c'est beaucoup de mouvement, beaucoup de à la limite n'importe quel mouvement, parce que comme je disais tout à l'heure, même un mouvement qu'on peut croire négatif, avec quelque chose qui s'effondre, ça fait un trou, ça fait un void que vous pouvez combler par quelque chose. Ouais. Dès qu'il y a du mouvement, de la volatilité sur n'importe quoi, c'est une opportunité. Donc moi j'ai eu la chance d'être le Vietnam, ça a été un moment fou. Maintenant, où est-ce que ça se passe ce truc-là ? J'en sais rien. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis toujours fasciné par la Californie, les États-Unis, les machins, parce que c'est quand même la Mecque de l'entrepreneuriat. J'ai une grande admiration pour les États-Unis. Mes enfants font leurs études là-bas, parce que je pense que c'est quand même un pays où on est tous un peu... je dis pas qu'on fait que suivre les États-Unis, mais enfin, beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, dans nos habitudes, machin, ont été inventées aux États-Unis. Donc moi, j'admire énormément ce pays. Et je trouve que c'est un pays vraiment super. Donc je pense que j'irai aux États-Unis parce que c'est quand même malgré tout une terre d'opportunités de ce point de vue-là. Il y a plein de choses. Mais après, il peut y avoir... ce serait quoi aujourd'hui un truc où il se passe, où ça bouge fort Non, ok. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas réfléchi parce que moi, je suis sur mon... D'ailleurs, souvent, je me suis... Si, par exemple, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est un pays quand même où il y a plein de trucs qui se passent parce que c'est un pays qui est en train de passer d'un état ancien à un état futur qu'ils ont déterminé très clairement en disant on va faire ci, on va faire ça, avec des moyens conservés. Donc il y a 1000 opportunités pour plein de gens. D'ailleurs, nous, on a monté Exo en Arabie Saoudite parce que c'est une destination qui est en train de naître et qui est une destination qui va être destination majeure dans le futur proche. Donc l'Arabie Saoudite est sûrement un endroit où il y a plein d'opportunités à saisir parce que c'est un truc de grand mouvement, de grands changements. Voilà, ça, ce serait une idée, par exemple. Mais... Ok. Comment est-ce que vous continuez de progresser aujourd'hui et d'apprendre ? Je pense que ma source de création et d'apprentissage, elle est quand même beaucoup à travers les voyages. Donc, je pense pas honnêtement, il n'y a pas tant de monde que ça qui invente des trucs très nouveaux, ce que je disais tout à l'heure. Donc, simplement, allez voir les meilleurs et où ils sont. Et ils sont quelque part dans votre secteur, quel qu'il soit. Moi, dans mon secteur, par exemple, de la distribution, les meilleurs, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses à apprendre de plein de gens. Mais par exemple, le Japon a des modèles de distribution de retail qui sont vachement sophistiqués. Mais les États-Unis, dans mon domaine du gourmet, ou la France, vous allez à la grande épicerie Bon Marché, ou même dans un Monoprix, ou on a des concepts super innovants, super machin. Donc vous allez seulement vous promener, puis vous essayez de réfléchir à comment ils font les choses, pourquoi, comment, et dire est-ce que ça a sa place chez moi. Donc je dirais pas la copie, mais il faut quand même s'inspirer des meilleurs. Hein. Cherchez pas non plus à réinventer la roue. Déjà, vous exécutez hors d'un contexte où vous exécutez très bien un modèle que vous avez vu quelque part, qui vous paraît pertinent. Hein. Ils ne le sont pas tous, mais vous l'exécutez bien. Une fois de plus, nous, on a des supermarchés, c'est rien de révolutionnaire. Simplement, on exécute très très bien le modèle qui répond de ces supermarchés haut de gamme qui vendent des produits de qualité, et on l'exécute et voilà, c'est tout. Et on a un business à partir de ça. C'est pas besoin d'inventer toujours
le nouveau concept de supermarché à la mode. Hein. C'est juste bien appliqué, des business models existants. L'exécution, moi je crois beaucoup à l'exécution, honnêtement. L'idée novatrice, ça peut être à la marge des petits bouts, mais de la bonne exécution. C'est ça que veulent les gens, en tout cas sur certains secteurs, veulent une belle exécution. Je veux dire, Amazon ou Apple ou machin, c'est des exemples de simple exécution. Parfaite, absolument impeccable. Donc il faut être vraiment, vous savez, c'est ces boîtes qu'on dit qui sont customer centriques, mais c'est plus que ça, c'est carrément obsédé en fait. Il faut être complètement habité par le besoin de son client. Donc vous exécutez parfaitement et vous êtes vraiment à fond et de tout cœur. Il faut être des maniaques, des malades mentaux de l'exécution, de la perfection, du service, de peu importe ce que vous vendez, mais il faut être vraiment passionné par son truc. En fait, ça revient à ça. Je pense que les boîtes qui gagnent, c'est les boîtes qui exécutent parfaitement. Et les boîtes qui exécutent parfaitement, c'est des boîtes... La seule chose qui vous anime vraiment, c'est la passion. Vous faites jamais bien un truc que vous aimez pas. Je sais pas ce que vous aimez, mais il y a des gens qui sont passionnés par vous avez des belles chaussures, des gens qui sont passionnés de chaussures et qui vont passer leur vie à designer des chaussures, à sélectionner le cuir pour les chaussures et à faire une marque de chaussures. Mais ils sont obsédés. Quelle importance ça a une chaussure ? Pour moi, ça n'a aucune importance. Je comprends pas, je vois pas. Mais pour vous, c'est passer votre vie à faire la meilleure chaussure du monde. Voilà, c'est tout. Et vous faites vraiment bien que ce que vous aimez. Donc réfléchissez au fond de votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez vraiment ? Quel est votre truc ? Moi, mon truc de départ, c'était le voyage. Franchement, quand j'ai fait le tour du monde, tout ça, le point commun de tout ça, c'est vraiment le voyage. Et donc, quand j'ai fait Exo, j'étais vraiment habité par le désir de vraiment faire très très bien et de faire découvrir ma destination. Et je courais partout sur ma moto pour aller m'assurer que les clients, les machins. J'adorais ça et j'ai ouvert la Birmanie et le machin parce que je découvrais, j'avais un appétit pour le voyage. Je voulais faire découvrir. Donc, on me croyait parce que j'étais habité complètement par ce désir, cette passion que j'avais pour le Vietnam, pour le voyage, pour faire découvrir ces trucs que je trouvais hallucinants. Je me disais, regarde ça, c'est fantastique. J'étais extrêmement enthousiaste. Bon, ben voilà, c'est ça que j'ai fait pendant 20 ans. Pourquoi est-ce que en fait, Exo, j'étais très actif pendant pas 20 ans, parce qu'après, je suis assez vite parti sur d'autres trucs. Mais pendant des années, c'était vraiment ça. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour un entrepreneur que de chercher au fond de son cœur ce qu'il aime. Et ça vient de sa passion. Ça vient très, très loin de son enfance. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'il aime ? J'en sais rien. Mais cette passion-là, il sera imbattable à le faire. Donc, trouvez quelque chose qui est autour de ça, qui va vous animer. Et là, vous allez devenir imbattable, excellent. Parce que personne d'autre aura l'énergie que vous allez mettre dans la chaussure. Il n'y en a personne. Enfin, vous serez peut-être 3 mecs sur Terre. Combien il y en a des mecs qui font des chaussures super haut de gamme ? C'était des malades mentaux de la chaussure qui sont obsédés de ce truc-là. Bon, ils sont devenus les champions du monde de la chaussure méga haut de gamme, quoi. Il faut être obsédé par son truc, quoi. Est-ce que vous avez une maxime ou une citation qui vous accompagne dans votre vie ? Ouais, je n'ai pas vraiment un espèce de truc type... ce que je dis tout le temps, c'est la vie est une aventure. Vraiment, il faut vraiment comprendre. Et c'est un truc qu'on comprend quand on est vieux et qu'on comprend pas encore quand on est jeune. Et vous croyez que la vie, elle dure toujours. Enfin, vous croyez qu'il y a une différence entre vous et moi qui est immense. C'est-à-dire que vous êtes jeune et vous voyez comme un vieux. Et c'est difficile d'arriver à expliquer que je te promets que j'étais vraiment comme toi. J'étais vraiment un jeune, quoi. Pareil, tout cool, machin, tout pareil. Et puis un jour, voilà, t'es vieux. Et le mec dans le futur, là, je suis vraiment toi dans le futur qui essaie de te parler. Et c'est très compliqué d'arriver à faire cette communication entre les générations. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Mais les vieux, ce qu'ils vous disent tous, c'est à peu près la même chose, c'est profites-en, la vie est une aventure, aucune raison de te faire chier de rien, fais ce que t'aimes, vis ta passion à fond. C'est vraiment ça le truc, c'est la vie est une aventure. Donc tu la construis tous les jours. Chaque jour est le premier jour du reste de ta vie, ou un truc comme ça, ou chaque matin est une opportunité. Peut-être plein de maximes autour de ça, si tu veux, mais c'est vraiment ça le truc, c'est fais ce que tu veux, sois ce que tu veux être, tu vois ce que je veux dire. Et vis ta vie singulière. Te laisse pas, je veux dire, arnaquer ne vis pas la vie des autres, tu vois. Donc vraiment, c'est ton aventure personnelle. C'est le seul truc que tu fais vraiment seul. Donc vis ton truc à fond, profites-en à fond et perds pas de temps. Parce qu'en fait, au final, la fin de la seule vérité, c'est que la seule chose qu'on ne fait pas, c'est le temps. Et donc chaque jour, chaque minute, chaque année, tu dois vraiment profiter de chaque truc et le vivre, avoir le recul pour prendre du plaisir à tout ça et dire c'est ma vie, c'est ce que je construis. La femme que je vais épouser, les enfants que je vais faire, l'entreprise que je vais créer, les voyages, les machins. Tout ça, c'est un espèce de patchwork de milliers de décisions que tu prends et qui, quand tu prends du recul, tu vois ça de loin et tu as eu une vie singulière ou tu as eu une vie naze où tu t'es un peu emmerdé parce que tu croyais que tu étais obligé de je sais pas quoi,
je peux pas, j'ai pas le droit, gna gna, j'ai pas. Non, rien n'est impossible. La vie est une aventure. J'aime bien dire, tu veux, quand tu prends les cas extrêmes, ça te permet parfois de comprendre les trucs. Mais par exemple, j'ai du mal à comprendre, mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour eux, je comprends tout ça. Enfin, je comprends, mais j'ai envie de dire, tu sais, quand tu vois des SDF, des jeunes SDF dans la rue en France, ça me fait vraiment de la peine, souvent des gens, et si tu leur parles, c'est des gens smart et tout, tu vois, mais ils ont l'impression d'avoir raté le coche, voilà, non, j'ai pas eu de bol, et trucs, et machin, et ils sont empêtrés dans une espèce avec plein de couches de croyances ou de poids de leur histoire, de leur famille, de leur machin, de ce qu'ils croient qu'ils peuvent faire ou pas faire, etc. Pourtant, ils sont en forme, donc physiquement, ils ont du temps et ils ont de la force physique, tu vois. Quand tu te dis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu vois, pourquoi, où est le problème, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils sont là en train de pleurer, peut-être même devenir alcooliques, et ils vont partir sur une pente comme ça. Et j'aime bien me dire que ce mec-là, il peut aller gare de l'Est, j'imagine, et là, tous les jours, il y a un train qui part pour Moscou. Alors, c'est pas le bon truc, mais c'est même pour Pékin, tu vois. Parce qu'il part pour Moscou et de Moscou, il va à Pékin. Moi, c'est toujours le voyage, tu vois. Le mec, il monte dans un train, même sans billet. Il se cache un peu, il monte dans le train, il se cache des contrôleurs, machin. Une fois que le train est parti, on va pas le foutre dehors. Hein. Et il part et voilà, banzai. Et il se retrouve, peut-être qu'il va se faire virer à la première gare, je ne sais où. Là, je te prends un cas extrême. Il peut se retrouver potentiellement, peut-être mais avec 0 balle, il peut se retrouver à Pékin, le mec. Et là, qu'est-ce que tu fais à Pékin? Je sais, tu démarres une vie, quoi. Tu démarres un truc. Donc, il n'a pas besoin d'être dans son trottoir pourri à pleurer. Il peut dire, il y a le monde, et lui, et sa force. Donc, j'aime bien aussi l'idée de dire que t'es maître de ta vie, maître de ton destin. Si t'as 2 bras, 2 jambes, si t'as cette chance-là, et que t'es pas trop bête et tout, mais tu débarques ici, tu fais, tu vois. En plus, tu sais jouer ou tu sais chanter, tu te mets sur le trottoir, ou tu sais laver des carreaux, bah vas-y, lave des carreaux, et puis c'est un début d'une vie. Tu gagnes un peu de sous pour gagner un peu à manger, et puis machin, et puis le truc. Tu vois, il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment une aventure que tu peux vivre totalement, librement, à l'échelle de la planète. Donc après, on va dire, ouais, mais un billet d'avion, c'est cher. C'est vrai qu'il y a des barrières, mais tu peux aussi marcher, par exemple. Tu prends tes 2 jambes, et tu pars de ta station de métro parisienne, et tu marches. Et tu vas te retrouver quelque part. De marcher 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu sais, le mec qui vient sans vêtements, sans machin, là, il y a de la mission. Voilà, et tu vas trouver des gens au fil de l'eau qui vont t'aider, et puis ils vont te donner un petit job, et puis tu vas couper du bois, et puis tu vas faire je sais pas quoi, et puis ça va t'emmener dans une aventure, et tu as une nouvelle vie qui démarre quelque part. Donc j'adore cette notion de la vie est une aventure, tu la vis, tu es maître de ton destin, et donc à l'échelle d'un mec qui n'a rien, à l'échelle d'entrepreneur, j'adore dire banzai, quoi. C'est souvent banzai, c'est le côté fuck it, tu vois ce que disent en anglais, fuck it, on s'en fout, quoi. On s'en fout, on y va, allez, tout est possible. Vas-y, vis là, quoi. Vis ton truc et éclate-toi. Ça me fait exactement penser à un concept qui a été établi par Idriss Aberkane, qui est un chercheur et neuroscientifique français, qui dit que les 2 plus grandes ressources qu'on a à notre disposition, c'est le temps et notre attention. Et c'est la multiplication de ces 2 facteurs qui crée justement la productivité. Mais à la base, c'est on a tous du temps et notre réflexion et notre attention à consacrer à une tâche. Exactement. Merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie de m'avoir reçu ici dans les locaux d'Adam. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette interview. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous souhaitez suivre les Leaders sans frontières, vous pouvez mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu sur votre plateforme d'écoute préférée. Et vous pouvez également me rejoindre sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.